Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue pour l'interview exceptionnelle de la chaîne Numis Movis avec un invité meilleur ouvrier de France dans les années 2000, enfin de l'année 2000 en gravure. Donc notre invité est Nicolas Salagnac qui est présent ce soir et on va pendant cette interview parler de son métier et de ses œuvres et surtout nous ce qui nous intéresse en tant que numismate c'est de savoir comment on crée alors une médaille, une monnaie, on va dire que les deux objets se rapprochent plus ou moins et qui font partie de la même famille. Donc ça va être très intéressant d'avoir toutes ces informations-là de la création d'une médaille et d'avoir aussi l'avis de Nicolas sur pas mal de sujets. Donc bienvenue à vous Nicolas. Je peux vous laisser la parole peut-être pour vous présenter sous la forme que vous voulez. Et puis après, on commencera l'interview avec diverses questions et on abordera, je pense, le début de votre parcours scolaire pour savoir comment vous en êtes arrivé à faire ce métier-là. D'accord. Alors, me présenter, je suis l'aîné d'une famille de quatre. Tout petit, moi j'aime bien rappeler ça, j'avais un grand-père ébéniste et qui me disait quand tu seras grand, tu iras à l'école boule. Donc, c'était quoi l'école boule? J'en savais rien. J'aimais faire du dessin et travailler de mes mains. J'ai toujours pris des cours de dessin depuis tout petit et j'ai eu des gens super qui m'ont initié et entre le dessin un peu ludique au départ et puis après un petit peu plus académique. Mhm. Et voilà, on est dans une famille assez artistique, on va dire. Ma mère est à une école de danse, mon père est euh, ingénieur et travaille dans une entreprise. À la base, il est surtout passionné de théâtre. Et voilà, puis j'arrive à 15 ans, je crois, et puis là, ça se passe plutôt pas très bien pour moi à l'école. Je suis plutôt au fond de la classe et je m'ennuie vraiment beaucoup. Et voilà, et en gros, je ne sais pas ce que j'aurais dû faire normalement, mais on me fait visiter un lycée d'électrotechnique, je crois. Et puis, quand on me montre ça, je dis, oh là là, mais j'avais l'impression que c'était Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et je me dis, non, surtout pas. Enfin, voilà, surtout pas là. Et qu'est-ce que je peux faire? Et voilà. Et c'est là que je tente l'école boule. Donc là, on me dit, bah oui, mais concours d'entrée, dossier scolaire et tout ça. Mhm. Je me mets à bosser parce que là, j'avais bien compris qu'il y avait péril quand même. Et j'ai réussi à rentrer à l'école boule. Ils prennent 60 personnes, je suis le 60e. Ah oui, Et voilà, donc c'était juste. J'aimerais bien vous dire que j'étais le premier, mais non, j'étais le 60e. Et puis j'arrive en 85 à l'école boule. Et puis, j'arrive de ma campagne, hein, je suis en Bourgogne. Et j'arrive en septembre, on est réunis, et puis là, je découvre qu'il n'y a pas que ébénisterie, il y a 11 ateliers, je crois, mhm. et qu'on va tourner dans tous les ateliers. Et en finale, je me retrouve en gravure sur acier D'accord. avec Monsieur Pierre Mignot, qui est quelqu'un qui est mon maître et qui est une personne qui m'a permis de sortir voilà, de cette période scolaire où je m'ennuyais, et puis je me suis mis à bosser. Et puis voilà, ça c'est une formation de 5 ans. Et puis mes frères et sœurs ont fait aussi cette école-là. Ma sœur est prof aujourd'hui à l'école Boulle et on est tous très impliqués dans les métiers d'art. Voilà, donc ça c'est D'accord. un peu mon début. D'accord, d'accord. Donc, ah oui, Westbin a demandé qu'est-ce que c'était l'école Boulle. Donc, il y a quelqu'un qui, à mon avis, a sorti la fiche Wikipédia de l'école Boulle, hein. C'est un établissement public d'enseignement qui est à la fois l'école supérieure des arts appliqués et un lycée des métiers d'art, de l'architecture intérieure et du design. D'après, à mon avis, ça doit C'est sortir de ça. Wikipédia. Mais en même temps, juste C'est ça. à l'origine, André Charles Boulle, qui a fait des meubles magnifiques, c'était Hmm. l'ébéniste de Louis XIV. Grosso modo, il a créé l'idée de cette école-là pour pouvoir réunir autour du meuble enfin, voilà, tous les métiers qui tournent autour du meuble. Et donc, voilà, en associant les graveurs, euh, la menuiserie en sèche, enfin plusieurs ateliers, et qui se sont après
enfin, sont devenus vraiment très très spécifiques et l'école Boulle est une des 4 écoles d'art appliqué de Paris, Mmh. une école où encore aujourd'hui on forme des jeunes dans tous ces métiers-là. Bon, on a ces derniers temps une voie tracée qui voudrait qu'on aille plus vers la création, la conception, le design, que l'artisanat souffrirait trop d'un artisanat pas euh, suffisamment bien conçu. Mmh. Je suis pas, enfin voilà, moi je suis pas complètement convaincu de ça. Je pense que voilà, former des designers à être designer c'est bien, former des artisans à être artisans, qu'à un moment donné les deux sachent que le designer il va avoir besoin de quelqu'un pour fabriquer et celui qui fabrique va avoir besoin de quelqu'un pour concevoir, pour arriver à marier tout ça. Mais on est dans des métiers où il faut du temps et on ne peut pas juste survoler les choses. Et voilà. Mais je ferme la parenthèse sur l'école, sur la formation. Mais voilà, moi je vois les anciens qui étaient formés en gravure, ils avaient peut-être bien une trentaine d'heures d'atelier, ils Ouais. bossaient toute la semaine et il n'y avait que le dimanche qui était férié, quoi. Donc forcément aujourd'hui il y a beaucoup moins d'heures d'atelier. On voudrait remplacer le travail manuel par des nouvelles technologies et par la commande numérique, l'imprimante Mmh. 3D. L'imprimante 3D, on n'arrête pas de me dire que waouh, c'est le truc, ça fait 20 ans que ça existe, donc c'est pas le top du top. Euh, mais voilà, il ne faut pas être non plus ballot et travailler avec les nouvelles technologies, Mmh. c'est quand même un apport, mais ça reste qu'un outil et si on ne sait pas quoi faire avec l'outil, Et alors, vous parliez que vous étiez justement dans les rotations des différents ateliers. Et qu'est-ce qui vous a conforté ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur par rapport à ce métier de la gravure sur métaux? bah, ce qui était bien, c'est qu'en fait, au tout début, avant de tourner dans tous les ateliers, on nous faisait remplir une petite fiche pour savoir si on aimait travailler grand, petit, assis, debout. Et voilà, il y avait D'accord. pas mal d'éléments comme ça. Et je pense que sur ça, j'ai répondu honnêtement parce qu'au tout début, j'étais vraiment là dans l'idée d'être ébéniste comme mon grand-père. Et à la rigueur, enfin, je ne me serais pas permis de râler parce que j'avais 15 ans et j'arrivais de ma province vraiment et prendre le métro à Paris, c'était quand même une sorte de... D'aventure, ouais. C'était le bout du monde, mais voilà. Mais j'aurais bien demandé à ce qu'il y ait que l'école Boulle pour pas avoir à choisir, ça aurait été pratique. Enfin, que l'ébénisterie pour ne pas choisir. Mhm. Mais voilà, ce qui a été déclencheur, je pense, bah, à la fois ce que j'ai rempli sur ce... Parce que je crois que c'était mon troisième choix à la gravure. Mais je D'accord. sais que le prof m'avait tapé dans l'œil, était quelqu'un de très, très précis, très posé. Et voilà, c'est un monsieur qui est vraiment un maître. Il y a quelques temps de ça, j'ai voulu lui rendre hommage et j'ai bataillé pour retrouver tous ses anciens élèves. Et je sais pas, enfin, parce que faire un hommage, moi, c'était bien, mais je trouvais que le plus bel hommage qu'on pouvait lui faire, c'était d'essayer d'avoir un maximum de ses anciens élèves. Ouais. Et pour ça, d'aller les retrouver. Aujourd'hui, Internet facilite, mais moi, je suis de cette génération intermédiaire. Moi, à l'école, les ordis, il fallait amener une armoire, enfin, j'exagère un peu, hein, mais une armoire pour que l'écran marche. Ouais. Il n'y avait pas de portable. Là, aujourd'hui, le travail en gravure, il y a pas mal de numérique. Mais, enfin, je travaille beaucoup à la main, mais on n'avait pas tout ça, quoi. Et ben, voilà, donc ce prof-là m'avait vraiment plu. Et puis, ben, j'ai réussi à retrouver quand même, je ne sais plus combien de personnes, et chacun a écrit un petit mot en hommage de ce prof. Et c'était. Voilà. Donc, en finale, sur le coup, j'étais un peu déçu d'être pris en gravure. Je voulais faire du moulage plastique en fait au départ parce D'accord. que ça touchait au design et je trouvais que les formes étaient vachement intéressantes. Mais l'atelier de gravure en modelé était vraiment génial pour moi. Mon prof super. Et là, je me suis vraiment mis à bosser. Enfin, je m'arrêtais plus. Euh, Il fallait pas qu'on me jette dehors de l'atelier, mais presque quoi. Enfin, voilà. D'accord, d'accord. Donc vous avez à la fin du coup une spécialisation, on va dire sur le métal, mais au début vous avez un peu touché quand même à tout, alors du coup et pas mal au bois.
Non, au début, quand on tourne dans les ateliers, juste les profs nous montrent, D'accord. ils nous expliquent, et enfin voilà, moi j'arrivais vraiment, alors je sais que j'ai des copains qui ont préparé le concours et des Parisiens qui connaissaient, qui Ouais, venaient. Moi, je me suis retrouvé, je crois bien, en parlant à mon prof de tennis, comme quoi j'allais passer le concours de boules, et lui, il était ébéniste. Il me dit, mais est-ce que tu connais ce bouquin? Est-ce que tu l'as lu? Ben non, bah, je te conseille de le lire. Et dans le train, en montant pour aller faire mon concours, bah, j'ai vu quelques petits trucs qui ont été utiles. Et d'accord. voilà. Donc, j'avais pas beaucoup préparé. Euh, voilà, donc après, on a vraiment une spécialité qui était la gravure en modelé, mais à côté de ça, on avait du dessin, Ouais, de l'histoire de l'art, du dessin industriel, donc apprendre à dessiner au TLER, etc. Plus maths, français, physique, les cours ouais, généraux de base. Mais, voilà, grosso modo, notre formation. Après, on a eu des stages dans d'autres ateliers au départ. Et puis après, on a eu un stage à faire en entreprise qui était, moi j'ai pu travailler chez Cartier en dessin de bijoux. d'accord. Et voilà. Juste une chose, est-ce que vous vous entendez? Parce que il y a la télé chez moi, ça s'entend ou pas trop? Alors, personnellement, moi, j'entends absolument rien. Bon, Donc, d'accord. je pense que dans le chat, ça doit être à peu près comme moi. Donc non, non, il n'y a pas de. On n'entend rien. Ok, ok. Et Donc oui, est-ce je que. sais plus votre question. Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, on imagine qu'aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde voudrait faire votre métier. Est-ce qu'il y a d'autres écoles que l'école Boulle qui permettent de devenir graveur sur métal? Ou est-ce qu'il y a, on va dire, d'autres filières possibles? Et combien d'années d'études, par exemple, ça représente Alors, euh, de manière officielle, certes, pour pouvoir faire de la gravure, pour graver des monnaies et des médailles, c'est principalement l'école Boulle. Il y a aussi, moi je forme, ils sont venus me chercher il y a quoi? Il y a 16 ans de ça, je crois, une école dans le Jura, une école spécialisée dans l'art du métal. Donc il y a D'accord, à la fois de la chaudronnerie, euh, le côté industriel, il y a de la ferronnerie, de la ciselure et de la gravure, mais je forme que des jeunes en CAP. d'accord, Euh, donc c'est le démarrage du ouais, métier. Et puis après, pour ceux qui ont envie de poursuivre, ils peuvent poursuivre à l'école Boulle. Donc voilà, mais je dirais vraiment que c'est l'école Boulle aujourd'hui, si on voulait être formé sur ces métiers-là. Après, avant, parce que avant aussi, il y avait le prix de Rome pour être graveur. Donc, on a quand même quelques célèbres graveurs qui ont fait des monnaies plus que chouettes, hein. Le médailleur que je ne connais pas encore, dont on parlera à la fin, je ne sais pas s'il est au Grand Prix de Rome, mais voilà. Mais ce Grand Prix de Rome-là, vous aviez des gens aussi qui étaient formés aux Beaux-Arts et hmm, vous aviez comme une section, on va dire, qui était vraiment identifiée comme médaille. Alors, pas monnaie, mais médaille. Et d'accord, donc, il faisait vraiment de ça, de la sculpture en bas-relief. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout. Aujourd'hui, quand on parle de gravure, alors après, vous avez d'autres écoles qui forment à la gravure, mais plutôt à la gravure pour l'estampes, pour les billets de banque, enfin voilà, ce qui va être imprimé. Moi, la gravure que je fais, c'est de faire un outil de production, une matrice qui va permettre de frapper des monnaies et des médailles. Donc ça, c'est quand même assez spécifique. Et puis après, il d'accord. y a les autodidactes aussi qui peuvent s'intéresser, bricoler, et puis en même temps, en s'initiant, en prenant quelques conseils, qui arrivent à faire des trucs bien. Et puis pour moi, la meilleure école aussi, c'est j'ai eu une bonne base à l'école, mais après, j'ai été bosser chez des patrons où Hmm. j'avais un peu le sentiment de me dire, attention, je sors de l'école boule, s'il vous plaît. Et puis on me dit, ouais, mais ça, c'est pour demain. Ah bon? Ah bah d'accord. Voilà. Ouais. Oui, entre guillemets, l'école de la vie et sur le terrain, c'est, on va dire aussi une autre école complètement différente. Ouais, mais utile. Et ouais, je connais un peu ça aussi avec mon métier, comme je suis dans le milieu sportif, on nous apprend toute la théorie, on va dire en amphithéâtre à la fac, mais après, le remettre sur le terrain avec un public en face, c'est autre chose. Et c'est encore différent Complètement. aussi entre la théorie et la pratique, surtout quand c'est un métier, on va dire, manuel.
Et là, ce que vous soulevez là, c'est pour moi toute la difficulté aujourd'hui, notamment dans la formation, euh, parce que là, les élèves de l'école Boulle, suivis par d'autres écoles d'art, sont en train de manifester parce que aujourd'hui, dans l'idée de se caler avec les formations européennes, nous, on sortait de l'école Boulle avec le DMA, donc un équivalent BTS, et il manquait une année pour pouvoir être calé par rapport à l'Europe, avoir un master, etc. Ouais, Donc, ils ont corrigé ça, mais en privilégiant des jeunes qui auraient un bac et donc n'auraient pas forcément travaillé en gravure, en ciselure ou dans les différents ateliers et se retrouvent un peu projetés là, alors avec une tête bien faite, mais sans avoir forcément pratiqué. Alors que la formation que j'ai suivie en arrivant à 15 ans, donc je rentrais en seconde, et puis bah, j'ai fait, voilà, même si j'ai pas passé de bac, et je ne sais pas si j'aurais eu mon bac, mais c'était pas tellement mon intérêt. Et j'ai eu 5 ans de pratique de mon métier pour faire ma pièce de diplôme. mhm, Et là, aujourd'hui, des jeunes qui arrivent et qui vont faire cette formation-là, qui est en même temps plus valorisée parce que c'est une année supplémentaire, mais vont avoir moins de pratique. Et puis, mhm. en plus, là, a priori, ils avaient 16 heures d'atelier par semaine et il resterait plus que 8 heures ou 9 heures, Ah je ne ouais. sais pas. Moi, ce que je trouve génial, c'est de voir des étudiants qui brandissent des pancartes et qui disent donnez-nous du temps pour apprendre. Ce qui est rare, c'est pas de concevoir, mais c'est de faire. Voilà. Mhm. Et entre la théorie dans le cours d'amphi à dire il y a qu'à Faucon et tout ça, puis en pratique face aux gens, face à la matière, moi je veux bien aussi des gens qui me disent que la gravure mince c'est ringard au XXIe siècle. Ah ouais, mais si je forme des jeunes juste sur la commande numérique, qu'est-ce qui va lui dire que bah, dans l'acier, on va pas enlever 1 centimètre d'un coup, même si c'est chouette. Il va falloir y aller par étapes. Et si on ne l'a pas testé à la main, si on n'a pas pris l'habitude d'écouter, qu'est-ce que c'est qu'un outil qui coupe et un outil qui coupe pas? Ouais, c'est sûr. Et ça, il faut de la pratique. Et puis, il faut faire et refaire. Et puis, faut le mettre en pratique. Et puis, avoir un patron un jour qui dit ouais, mais ça, c'est pour demain. Ah oui, d'accord. J'ai pas de mois là. Donc on va y aller alors. Ouais, c'est sûr que c'est. Enfin, après, c'est vrai que les métiers, on va dire, de l'apprentissage, et moi j'ai quelqu'un qui a un copain qui était chez les compagnons, et mais il me dit les plus belles expériences et là où il a appris le plus, c'est à chaque fois quand il était en entreprise et qu'il il a eu des expériences avec voilà, des gens qui lui ont vraiment appris le métier sur le terrain, et c'est comme ça qu'il a vraiment appris son métier, quoi. C'est en étant sur le terrain le jour, en faisant des erreurs et puis en ayant, on va dire, des tuteurs qui lui ont donné la passion, qui lui ont donné toutes les techniques et le savoir-faire, certes qu'il connaissait théoriquement, mais qui sur la mise en place est essentiel, quoi. C'est là où moi je vais casser un mythe, ou je casse pas un mythe parce que pour moi c'en est pas un, hein, mais moi je sais que c'est des graveurs. Moi je fais partie d'une génération, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu. Enfin, j'ai été formé, j'ai commencé avant Internet et puis aujourd'hui, bon, sur mon site, je communique beaucoup, je fais pas mal de vidéos pour montrer ce que je fais et je sais que j'ai un jour un ami graveur qui m'a dit mais tu dis tous les secrets et tout ça. Et je suis désolé, il n'y a pas de secret. Mm. Et moi, enfin, et puis en tant que prof, face à mes élèves, enfin, comment dire, je leur dis tout, je ne garde rien, parce que le secret, c'est pas de le dire, parce que je vais dire comment je fais, et même je montre comment je fais. Après, le problème, c'est que le secret, enfin, il est sur le fait que je t'ai montré comment faire. C'est comme même conduire. Si on n'a jamais conduit, enfin, on a vu nos parents, juste en théorie, on est quand même censé prendre des cours pour entre papa qui roule vite et qui fait des créneaux au frein à main et tout ça. Enfin, voilà. Et puis la réalité, ben, il y a la pratique. Et c'est là où, pour moi, il n'y a pas de secret. Et puis, je vais montrer une façon, et la personne ne va peut-être pas y arriver, et il va trouver sa façon. Mais Ouais. sur l'affûtage d'un outil, par exemple, bah, je vais montrer le principe, et je vais expliquer ce que je connais, ce que je sais. Des fois, j'ai dû apprendre par-dessus l'épaule de graveurs,
parce que la transmission est jamais très, très, très fluide. Mais voilà, et pour moi, il y a cette nécessité de passer à la pratique parce que ben, la matière, elle s'apprivoise. Ah, Et alors, il y en a qui sont plus rapides, plus intelligents, ou sans étapes. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Après, ce qui compte, moi j'évoque souvent avec les meilleurs Way de France notamment, j'aime pas trop les gens qui me disent ah oui, mais moi sur ma pièce, j'ai passé 3000 heures ou 5000 heures. Ou eh ben ouais, mais regarde, lui, il a passé un quart d'heure. Donc, voilà. ouais, c'est. Et pour moi, le temps, alors, le temps est quand même important parce qu'il faut pouvoir rendre son travail. Mais euh, voilà, donc c'est là où il n'y a pas de secret. Chacun va récupérer Ah, ce qu'il pense. ouais. Et puis, il y a, pour certaines personnes, il faudra le redire 10 fois. Et il y a des gens qui vont comprendre tout de suite et qui vont l'associer à d'autres choses et qui vont aller plus loin, plus vite et qui vont trouver d'autres façons de faire. Mm, Voilà. d'accord. Donc bah là, je pense que. Donc dans le chat, hein, j'ai oublié de le rappeler, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions durant l'interview ou rebondir par rapport à quelque chose qui a été abordé, n'hésitez pas à le dire. Mais je sais que souvent, ils écoutent religieusement ce qu'on leur dit. Alors, il y a quand même une petite erreur, hein. C'est pas le prix de Rome avec RU, Oui, RHUM, parce que celui-là, je crois qu'il n'est pas aboli, ce prix de Rome-là. Mais, euh, mais voilà. ah, c'est peut-être Aura peut-être ce prix-là, hein, peut-être qu'il l'a créé pour lui-même. Et bienvenue à Kachito aussi, qui vient de faire son apparition sur le live. Euh, ah. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer à aborder le sujet, on va dire peut-être principal, c'est comment on crée une monnaie, enfin une monnaie ou une médaille, le processus de fabrication de l'idée de départ jusqu'à la fin. Uh-huh. Je vais mettre enfin, pendant que Nicolas va nous donner la réponse, quelques petites vidéos qui sont issues pardon, de son site internet où on peut voir un petit peu le processus de création. Hop, alors je vais cacher tout ça, on n'a pas besoin. Hop, et je vais lancer donc une petite vidéo. Et comme ça, Nicolas, ben, vous pouvez nous expliquer. Alors, on imagine que quelqu'un vous a passé une commande spécifique. Comment vous commencez et quelles sont les différentes grandes étapes, on va dire, d'une création d'une médaille? Alors, la première étape, c'est déjà le contact avec ce client-là et d'essayer de l'écouter le mieux possible et d'essayer de le retrancher dans son projet. Il y a forcément pas un seul type de client, ils sont Ouais, tous différents. Voilà, il y a celui qui veut absolument ça comme ça, et puis il y a ceux qui peuvent être un peu souples et tout ça. Et je parlais tout à l'heure de cette médaille que j'ai faite pour la Villa Médicis. ouais, Frédéric Mitterrand, qui était à l'époque le directeur de la Villa Médicis, voulait absolument écrire. Alors, il y avait sur le droit, c'était la partie française, sur le revers, la partie italienne. Et il voulait écrire médaille d'honneur, et puis derrière, en italien, médaille d'honneur aussi. Et je disais, c'est quand même dommage, parce que déjà, à la base, c'est une médaille d'honneur, et c'est pas forcément utile de le marquer. Et mhm, donc, comment réussir à essayer de faire changer d'avis un client ou de le retrancher un peu plus dans ce qu'il veut vraiment. Après, la deuxième chose, c'est de lui demander s'il a des visuels, si euh, voilà, s'il a des belles photos. Alors ça, c'est souvent pas facile parce que si je prends de l'architecture, j'essaye toujours de trouver plutôt un angle un petit peu intéressant, qui change un peu de l'ordinaire, plutôt que, voilà, moi en gros, ce que je ne supporte pas, enfin le moins possible, c'est une médaille ronde, le portrait au milieu, le texte en légende autour. autour. Voilà, j'essaie toujours de décaler, de marier le texte différemment, de travailler mes fonds. Et voilà, donc les clients vont avoir des images, vont avoir des idées, et puis bah, la première étape, c'est de faire des maquettes.
Donc soit c'est un photomontage sur Photoshop souvent, ou alors quand il n'y a pas, je dessine. Je prends des éléments, une tête, une main, et des choses comme ça. Mhm. Et puis j'essaye de faire des compositions. J'essaye de ne pas en donner trop non plus, parce que plus vous en donnez, plus il y a des choix et plus c'est compliqué. Oui, forcément. Et voilà, donc grosso modo, ça peut se passer comme ça. Il y a aussi, dans les choses que je fais, c'est notamment le concours que j'ai fait pour cette médaille pour les sénateurs, où là, par contre, le client, bah, c'est le Sénat, mais qu'est-ce qu'il donne comme info? Bah, liberté, égalité, fraternité et République française. Ta, 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 ta. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc bah, là, moi, je trouve ça vachement intéressant parce que ça oblige à se dire, bah, la République française, pour moi, c'est quoi? Et Mhm. puis comment je vais, et puis qu'est-ce que je vais faire? Et puis bah, là, en l'occurrence, c'est un concours, donc on envoie des dessins ou un montage de ce qu'on pense faire. Et puis si on est retenu, après, on va faire le plâtre et puis après la gravure. Mais donc voilà, grosso modo, les deux types ça démarre comme ça, les deux types de commandes. Et puis il y aurait aussi la troisième, c'est une médaille que j'ai envie de faire moi, Mhm. mes petits prix de Rome à moi de temps en temps pour proposer à donc ROME Ouais. pour prix de Rome. Et voilà, donc Et qu'est-ce... grosso modo. Oui, pardon, non, allez-y, allez-y. Non, 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 non. Et quel style de commande vous préférez? Est-ce que vous préférez une commande où il y a très peu de consignes, il y a une liberté, on va dire, de création, comme vous avez e- expliqué avec, par exemple, la médaille des ambassadeurs, ou est-ce que vous êtes plutôt dans quelque chose où il y a beaucoup d'informations à mettre dans la composition, et justement, ça va être pour vous un peu un défi de réussir à tout assembler et que ça soit un peu harmonieux pour que le visuel final soit joli. Quelle commande, entre guillemets, préférez-vous? Elles sont de toute façon toutes différentes et puis elles sont à prendre comme ça. Si je pourrais mettre sur mon site, voilà, je ne veux faire que des médailles rondes avec, je sais pas moi, tant de signes voilà, entre ceux qui voudraient que je grave la Bible dans une médaille de 70 mm, c'est pas facile. Euh, il n'y a pas vraiment de règle après. Ce que j'essaye, parce que l'idée, c'est de pouvoir être. Enfin, j'aime que mon travail soit élégant, soit joli, composé, et dans l'idée, voilà, de vouloir mettre petit 1 qui explique petit 2 et petit 3 pour dire que petit 4, etc. Juste, qu'est-ce qu'on peut enlever et quel est l'essentiel. Mais en finale, je pense que c'est le lot de tout le monde, de l'écrivain, Ouais, enfin voilà. Et est-ce que pour, enfin, je ne suis pas un amateur de poésie, mais quand on voit des gens qui écrivent en 10 lignes un truc, voilà, et puis ceux qui vont écrire 5000 pages pour expliquer que la Terre est ronde, enfin j'exagère, mais voilà. Donc comment pouvoir aller à l'essentiel, que le message soit compris et que ce soit beau et que ça touche les gens. Donc souvent, moi je suis amené auprès de mes clients à essayer de les retrancher pour dire on peut pas mettre tout ça et parfois j'ai pas le choix. Après, ce qui est difficile aussi, c'est quand je fais des portraits. Donc là, vous avez montré tout à l'heure, c'était mm, la médaille que j'ai faite pour le chancelier, le dernier chancelier de l'Institut de France, ouais, remplacé par Xavier Darcos. Et puis là, c'est l'ambassadeur Stefanini, où là, la difficulté du portrait, c'est à la fois bah, d'avoir des bonnes photos, que les gens ne se rendent pas compte que j'ai vraiment besoin d'avoir du détail, parce que pour avoir de la ressemblance, et bah, ça va être tous les plis des yeux et la manière dont l'œil... et vous voyez, là, par exemple, sur le revers de cette médaille-là, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. En final, j'ai réussi à faire tout rentrer. Je pense que c'est assez élégant, mais voilà, il y a pas mal de choses. Mais en final, mon client est content, donc c'est ce qui compte.
Et on avait trouvé une question aussi. Est-ce que vous avez on va dire un sujet préféré ou que vous êtes un peu plus à l'aise? Est-ce que vous préférez faire des portraits? Est-ce que comme plutôt des bâtiments? Est-ce que vous avez voilà, des dessins un peu privilégiés que vous préférez plus faire que d'autres? Alors moi, j'aime vraiment beaucoup, pour moi, l'une des médailles les plus chouettes que j'ai réussi à faire, où j'ai réussi à faire passer l'émotion qui me plaisait. En plus, j'ai un copain journaliste qui a écrit une jolie phrase pour évoquer tout ça. C'est cette médaille que j'ai fait pour les sénateurs. Donc, vous avez, voilà, alors qu'est-ce qu'on fait pour faire la République française? J'avais pas envie d'avoir une tête coupée qu'on met sur un meuble comme ça, puis on écrit République française. Et donc, je le disais tout à l'heure, ma maman était danseuse, elle avait une école de danse et je suis fasciné par les danseuses et l'attitude qu'elles ont sur le port de leurs bras, de leurs mains, l'attitude du cou et le porter, l'élégance et tout ça. Et pour moi, voilà, ça c'est toute la féminité. Après, dans tout ce qui me, dans tout ce qui me, comment dire, j'ai plus le mot, euh, qui attrape mon esprit, c'est Ouais. la victoire de Samothrace, c'est la liberté guidant le peuple, c'est la semeuse d'Oscar Rotti, c'est la Vénus de Milo. Et voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce sujet-là. Après, ce qui est difficile, c'est d'arriver à le traiter dans la médaille. Si vous voulez faire un personnage en pied, eh ben, il devient tout petit. Ouais. Et voilà. Et j'aime beaucoup, ça c'était mes petits prix de Rome, ce que j'ai pu faire avec l'enlèvement de Proserpine de Le Bernin, où je vous invite à aller à la Villa Borghese, aller voir cette sculpture qui est somptueuse, qui fait 2 mètres de haut, tout en marbre. Juste, il avait 25 ans quand il a fait ça. Donc voilà, respect, monsieur Le Bernin. Et j'ai travaillé juste le détail des mains de Pluton dans la hanche de Proserpine. Ouais. Après, j'ai travaillé sur le baiser de Rodin. Et voilà, j'aime bien ces thématiques-là. Le portrait, j'aime bien aussi, mais c'est super difficile parce que on est obligé d'exagérer un tout petit peu, de faire les yeux toujours un tout petit peu plus grands, et puis d'essayer de trouver et de capter capter le portrait de la personne. Et puis, vous avez face à vous des petites susceptibilités, des rides, des petits plis, des trucs qui montent pas bien ou qu'il faudrait. Et c'est pas facile. Donc, et en même temps, dans mon travail, ce que je fais, ce que j'enlève, je le recolle pas. Donc, à un moment donné, donc j'essaie d'être le plus près possible de l'image. Après, je transmets à mon client et puis on va évoluer ensemble. Et puis des fois, il faut que j'arrive à tenir sur le fait que, euh, pour moi, je pense qu'il faut que la personne soit ressemblante. Il y a le problème des gens qui ont des lunettes et ils veulent pas se voir avec leurs lunettes. Mais en même temps, D'accord. notamment Monsieur De Broglie, pour moi, sans lunettes, C'est je pas le lui. reconnais pas et il a pas, il est toujours avec ses lunettes et je pense que j'ai pas fait l'essai de demander autour de lui, mais euh, les gens vont le préférer avec ses lunettes. Et voilà. D'accord. Et du coup, alors juste pour revenir peut-être au processus de fabrication, donc après, une fois que, comment vous validez entre guillemets avec la personne la commande à partir d'un dessin ou d'un photomontage, comment après, l'étape d'après, c'est de créer, on va dire, le moule, c'est ça? Sur plâtre? Alors, il y a plusieurs techniques. La plus noble, la plus belle, tout à l'heure vous avez passé mes deux pièces au concours de meilleur ouvrier de France. Ouais. Il y avait en sujet imposé une taille directe d'après un dessin de Vigier Lebrun. Donc Vigier Lebrun, c'est Voilà, on entend. la peintre officielle de Marie-Antoinette, qui peint admirablement et ses dessins sont somptueux. Et d'après un dessin qu'elle a fait au fusain, un dessin de face, il nous demandait de faire ce portrait en taille directe
donc à l'envers et en creux dans l'acier directement. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus noble, de plus beau, mais voilà, donc là vous avez la médaille, donc il faut imaginer que c'est le résultat. Moi la gravure est à l'envers et en creux dans l'acier. Donc voilà, là vous voyez le travail qui est déjà bien abouti, mais bah, au début vous dessinez le rectangle, après vous faites les grandes lignes, vous creusez, vous enlevez de la matière et vous faites tout à la main. Sauf que ça, c'est super long et puis la moindre erreur est fatale. Voilà. Donc moi, je travaille aujourd'hui, et c'est ce qui se fait depuis longtemps, beaucoup, c'est de partir de mon dessin et de faire une sculpture en plâtre. Où je vais démarrer avec de la plastiline, je peux démarrer à l'envers et en creux, ça dépend du sujet que j'ai à faire, mais l'idée c'est de faire le bas-relief de la médaille, mais 3 fois plus grand. Donc ça c'est pratique parce que c'est un format un peu plus... Alors parfois c'est un peu encombrant, hein. Pour certaines médailles que j'ai faites, je monte jusqu'à un diamètre de 27 cm à peu près, donc là ça commence à être gros. Mais voilà, donc je travaille sur plâtre et puis je vais travailler à l'envers en creux. Je vais faire des empreintes, des contre-empreintes jusqu'à obtenir le modèle que je veux. D'accord. Et après, ça, je le valide auprès de mon client. Là, vous me voyez, je suis dans la terre au début. C'était le deuxième sujet, la partie libre du concours de meilleur de France. Et donc là, j'étais en train de travailler une terre pour faire la sculpture de la médaille d'Hercule. Mercure. Alors, attendez, hop. Ah, et puis là, vous me voyez en train de travailler sur un plâtre. Là, c'était la médaille que j'ai faite pour le président du Sénat. Donc là, j'étais à l'endroit. Et puis, voilà. Donc cette étape en plâtre, je travaille beaucoup comme ça. Je peux travailler aussi avec ma commande numérique pour pouvoir usiner les grandes lignes. Parce que j'aime bien avoir des fonds concaves, convexes. D'accord. Et toute la typo et tout un tas d'éléments sont faciles à faire en commande numérique. Par contre, de faire le modelé d'un personnage, du drapeau, éventuellement le drapeau, je vais l'esquisser, mais je vais le travailler en plastiline derrière, dans l'idée d'avoir un travail main et puis d'avoir des passages qui ne soient pas juste cube, croix, bâton, quoi. En gros, parce que, enfin, le numérique est plus subtil que ça quand même. J'exagère un tout petit peu, mais il n'y a pas photo. Le fait de travailler à la main, ça apporte quand même une autre délicatesse. Voilà. Donc là, on est sur l'étape de la sculpture. Mon client valide, valide pas, on corrige. Et puis après, bah, je fais une empreinte en creux. Et je vais soit le reproduire au tour à réduire. Donc là, ça, c'est vraiment une machine spécifique pour nous, les graveurs. Bon, qui est une machine qui est un peu ancienne, hein. Ça date du XVIe siècle. Mais en gros, vous avez d'un côté un palpeur qui vient sur le modèle, et puis avec un rapport de réduction, on vient reproduire par réduction dans l'acier. Donc là, j'ai pas mal de petites vidéos qui montrent un peu ça. Ah, bah, je crois Et qu'on voilà, donc au début, on dégrossit, et puis après, c'est un travail de finition. Donc voilà, ça, exactement. Donc là, j'ai ma résine. Et puis, bah, ça tourne et puis ça reproduit par réduction sur le bloc d'acier. D'accord. Voilà, donc tout ça, c'est partie mécanique. Et après, une fois que c'est terminé, ben, je vérifie que ce soit tout bon. Puis après, bah, voilà, je m'installe là. Et puis, je reprends ma matrice complètement à la main, au microscope, pour voir précisément ce que je fais. Et donc vous voyez la pointe de mes marteaux, là, mon petit marteau. Et puis bah, là, je suis en train de me filmer, c'est à travers le microscope, pour voir ce qu'on voit quand la médaille fait 80 mm en finale. Donc là, je suis dans les cheveux. Et bah, je viens apporter du détail, et puis enlever les traces de la machine, et puis affirmer un petit peu ma gravure pour qu'elle ait du caractère. D'accord. Et alors, c'est peut-être une question un petit peu difficile, mais on va dire en moyenne, combien de temps ça prend
le processus, alors si on compte pas le processus de création de base de la monnaie, mais à partir du plâtre jusqu'à la sortie de la médaille, ça prend en moyenne à peu près combien de temps Alors ça, c'est une question auquel j'aime pas répondre. Non pas que j'ai pas envie de répondre, mais je sais jamais, vraiment D'accord. jamais. Et c'est pas bien parce que pour gagner ma vie, il faudrait que je le sache. Ouais. Pour connaître le Mais, ratio, oui, c'est sûr. mais donc, pour répondre à cette question-là, j'aime bien Fernand Reynaud et cette fameuse question combien de temps met le fût du canon pour se refroidir lorsque l'obus est sorti du canon? Hmm. Je ne sais pas si vous connaissez ce sketch-là où Non. c'est à l'armée, et c'est donc un adjudant-chef qui pose la question et les bidas essayent de répondre. Et comme quoi, c'est marqué dans le manuel et tout ça. Et en final, la réponse, c'est un certain temps. Puis ils essayent tous de dire, ah ben, je savais même pas qu'il chauffait, chef. Enfin, voilà. Et la réponse de combien de temps, c'est un certain temps. Je passe le temps qu'il faut pour que ce soit bien. Parfois, j'arrive à être rentable parce que ça se passe bien et puis c'est efficace. Et puis il y a des fois, ça se passe moins bien. Mais je chronomètre pas. J'ai en général plusieurs travaux en même temps. Donc Ouais. c'est difficile de savoir vraiment combien de temps j'ai mis sur chaque travail. Ce qui est sûr, c'est que là, tout ce que je suis en train de faire et que vous voyez de reprise à la main, c'est pour moi important parce que sinon, vous pouvez voir là sur les zones, c'est comme si je sais que en gravure, quand je suis arrivé à FIA sur Lyon, les graveurs passaient les gravures au tour à réduire et puis après ils mettaient un coup de sablage pour uniformiser, pour que ce soit qu'il y ait on va dire une couleur un petit peu uniforme et je trouve ça vraiment dommage parce qu'avec les outils, on va justement venir apporter des endroits qui vont être un petit peu plus saillants, plus Ouais. brillants. Je vais pouvoir apporter avec des ciselés, des mats, justement pour donner un petit peu de vie. Ce que je trouve malheureux sur les médailles aujourd'hui, sur les monnaies aujourd'hui, c'est ce côté polyglace sablé où, alors, c'est quand même en règle générale bien fait, mais ça vient casser la gravure, ça l'uniformise, donc c'est pratique, on y passe moins de temps. Mais voilà, alors moi j'aime bien, j'ai fait une monnaie sur un anniversaire de la prise de la Bastille, je crois, où j'ai bien un fond, comment dire, un fond poli, mais j'ai beaucoup retravaillé ma matrice pour avoir quand même un petit peu de détails gravés. Voilà, j'y tiens vraiment beaucoup. Mm. Bah, justement, en parlant d'un petit peu des outils, moi, ce que je trouve assez joli, souvent sur les médailles, et on le voit de temps en temps hop, je vais essayer de mettre ça. Comme ça, on parlera aussi de la question des outils. Enfin, vous avez des petits outils qui permettent de créer des petites textures, de petits points, etc. Et je trouve que, comme vous l'avez dit juste avant, sur les monnaies, c'est souvent un effet très miroir et on a l'élément principal de la monnaie, mais derrière, c'est assez lisse, on va dire, alors que sur vos médailles ou sur les médailles en général, bon, il y a beaucoup plus de textures avec des petits points, des petites rayures qui permettent de mettre en valeur d'autres éléments du relief. Et même si je trouve que ça arrive de plus en plus quand même dans le milieu de la monnaie, mais c'est encore assez rare. Ah, alors, là, vous me voyez avec Pierre Rodier, l'ancien graveur général de la Monnaie de Paris, qui est en train de me donner ses outils, enfin de me les transmettre. Donc là, il est en train de sortir à la fois des marteaux, des burins, des onglettes. Donc ça, il les a fait comme moi à l'école. Il a appris à les faire. Et puis après, il s'en est fait. Et donc là, c'est la transmission d'un patrimoine qui est vraiment extraordinaire. Et voilà, c'est croustillant de revoir ça. Et le fait de transmettre ces outils, c'est important. Je me sens redevable. Et puis bah, là, il m'explique les exercices qu'il a pu faire à l'école. Voilà. Et ces outils et le travail donc, que j'appellerais le petit travail de cisure que je peux faire sur mes travaux,
c'est justement pour donner un petit peu des matières, pour venir accrocher l'œil, pour que la médaille, moi ce que j'aime bien, il y a eu cette belle exposition avec ce titre génial de l'art au creux de la main, où c'est clairement l'art au creux de la main, donc il va de la monnaie qui est petite, mais qui est dans la main en général, hein, on ne la met pas sur les pieds, et enfin, voilà, on la prend dans la main et puis on la fait tourner. Mm. Et puis c'est tout l'art de justement de venir accrocher un petit peu la lumière, de la rendre pétillante, d'être doux ici, de venir accrocher avec une dépouille et puis de jouer le travail de fond. Je suis toujours sûrement un petit peu pénible avec les éditeurs de médailles qui éditent mon travail où je demande à ce qu'ils sablent le moins possible parce que dans l'idée de faciliter, d'industrialiser l'édition, c'est facile de sabler les médailles parce que comme ça, si elles ont des petits coups, ça se voit plus trop. Mais après, ça fait disparaître tout mon travail. Mon prof de gravure à l'école m'a formé. Et puis, bah, voilà, Pierre Rodier, même formation, hein, de enfin, la médaille que l'on veut, on va faire notre gravure sur la matrice, sur l'acier, doit être le résultat de ce qu'on veut sur la médaille. Donc là où on veut que ce soit poli, il faut qu'on polisse. Et là où on veut que ce soit satiné, il faut le satiner. Voilà. Et ça, c'est un travail important. Vous pourrez voir dans les différentes vidéos, des fois, je suis vraiment allé sur 5 mm². J'ai un petit marteau. J'ai reçu notamment de Pierre Rodier un marteau qui est presque microscopique, mais qui permet de taper presque pas. Et juste pour venir, voilà, c'est pas du marteau-piqueur, mais ça va donner de la vie à la médaille. Parce que j'ai découvert ça aussi là, en regardant cette vidéo hier soir, qu'il y a des outils qui permettent de couper, on va dire, le métal, de faire Oui, les tranchées, et d'autres outils bien plus spécifiques qui permettent juste de l'impacter pour lui donner des petites textures ou de certains reliefs à souhait. Et ça, je savais c'est pas du ça. tout. Et puis vous avez un troisième type qui sont les échoppes que on voit pas là, qui sont l'équivalent des burins, mais qui sont plus petits avec un manche en bois qu'on tient dans la main pour venir. Voilà, donc là c'est presque la Hum. microchirurgie, c'est le travail des fonds. Euh, les burins onglettes, c'est pour dégrossir, mais on peut faire des choses fines et précises. Quand je dois reprendre une lettre, bah, il faut que j'ai la bonne onglette fine, bien affûtée, parce que il faut que j'aille repiquer sur une ligne d'1 millimètre et où parfois je vais prendre un traçoir pour réenfoncer la matière, pour faire remonter un peu la matière. Donc voilà, il n'y a pas de règle vraiment, mais effectivement, il y a tous ces outils-là. Il y a les burins onglettes, euh, burins plats, burins méplats, etc., etc., qui vont permettre de couper. Il y a les échoppes, les traçoirs, les ciselets, les différents marteaux. Ben voilà. Donc là, vous voyez, il est là, le tout petit, là. Vous voyez, Ouais. avec le manche en bois très, très, très fin. Et lui, enfin voilà, j'ai qu'une crainte, c'est de le casser parce qu'il est tellement fin, mais voilà. Et vous parliez de relief tout à l'heure, est-ce qu'il y a, on va dire, une norme de relief sur les médailles? Est-ce qu'il y a une sorte de proportion à respecter par rapport à la taille de la médaille? Je sais que moi j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur un vide-grenier une médaille, et justement le relief est très important sur les personnages principaux, et je trouve la médaille magnifique parce qu'il y a vraiment un gros relief du sujet principal. Alors que sur les monnaies, bon, c'est assez fin. Sur les médailles, c'est un peu plus important. Mais est-ce qu'il y a quand même, on va dire, une loi artistique qui détermine un peu ça? Dans ce que vous dites là, il y a plein de choses. À la fois, clairement, pour la monnaie, il faut frapper je ne sais pas combien de Ouais. monnaies à la minute, à la seconde, etc. Donc là, clairement, je crois, je ne sais pas si c'est exactement la norme, mais voilà, faut le moins modeler possible. Et dès qu'on monte, faut redescendre tout de suite. Ouais. Donc c'est pas simple de faire du bas-relief pour la monnaie parce que il faut être le plus plat possible. Mais en même temps, vous avez des graveurs, et notamment moi j'adore le portrait qu'a fait Pierre Rodier de Pasteur.
quand vous avez, donc c'était une monnaie de 2 francs, je crois. Quand vous la faites pivoter un petit peu, ça accroche l'œil et puis c'est pas trop, mais juste ça lui donne de la vie, ça lui donne du rayonnement. Ah, Il a fait aussi, je crois, le portrait de Malraux, voilà, donc vraiment de monnaie. Pour la médaille, on a la chance d'avoir plus de volume possible. Mais après, donc on n'a pas vraiment de limite, pas non plus vraiment de limite esthétique. Par contre, plus vous allez creux, plus ça va être difficile de frapper la médaille. Euh, vous allez avoir un nombre de passes important. Et donc ça coûte cher. Vous risquez de casser la matrice parce que la personne qui frappe, il va vouloir remettre sa presse à fond pour gagner une passe ou deux. Sur une médaille que j'ai faite sur l'enlèvement de Proserpine, qui est une médaille frappée, on est sur un diamètre de 140. On a frappé 14 fois, je crois. Donc voilà, donc faut essayer de limiter les reliefs. Et après, pour moi, il n'y a pas vraiment de règles. Après, il y a vraiment des médailles que je trouve. Enfin, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de relief. Enfin, on pourrait se dire, voilà, je paye plus cher pour avoir plus de volume et plus de matière. Bon, si c'est en or massif, oui, ça va vous coûter cher. Mais voilà, après, il y a des médailles qui ont très très peu de relief. Alors, je ne saurais pas vous dire le nom. J'ai le souvenir, je pense que je- pour moi, c'est comme des femmes qui emmènent un tombeau. Est-ce que c'est peut-être Malraux? Et puis, est-ce qu'on voit le Panthéon en fond? Et il n'y a quasiment pas de volume. mhm. Mais voilà, alors ça va bien avec le recueillement et je trouve ça très très beau. Mais voilà. Dans la médaille, on a la chance de ne pas avoir de limite ou pas trop de limites sur le modelé. D'accord. Parce que à force de frapper avec le coin, ça abîme le relief et du coup on perd du relief au fur et à mesure du nombre de frappes, c'est ça? On peut surtout casser la matrice. Là, vous avez montré tout à l'heure la médaille faite pour l'ambassadeur Laurent Stefanini et l'éditeur a cassé la matrice. Donc là, D'accord. moi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois, on a réussi à mettre une frette autour parce que la matrice avait cassé, mais elle n'avait pas éclaté. Donc, Mhm. elle était juste fendue, mais c'était un puzzle. Et on a réussi à mettre une. Alors voilà, la matrice, elle faisait déjà 160 mm de diamètre. Donc là, on avait une énorme ceinture en acier. On a réussi à tout remettre en place et on a pu finir les médailles. Mais voilà. Ce qui, en général, ça ne s'use pas les matrices. Enfin, si, ça finit par s'user un tout petit peu, mais si elles sont respectées, on a plus de soucis de casse, même sur la frappe de monnaie, plus que d'usure vraiment. D'accord. D'accord, d'accord. Et justement, alors pour rebondir à ça, on s'est demandé, est-ce que c'est vous-même qui produisez la monnaie, enfin la médaille finale, ou est-ce que vous passez comment dire, un institut Un éditeur. indépendant, un éditeur qui fait ça pour vous et qui est spécialisé là-dedans, du coup, c'est ça? Alors, cette partie-là, moi, je m'arrête là. Alors, je fais de temps en temps pour des gens, euh, quand il y a des toutes petites séries, j'ai une presse à bras, mais voilà, je suis obligé de pomper et ça monte tout doucement. Donc voilà, pour faire 20 petites médailles en argent, je peux, mais je fais pas plus que ça. Et sinon, je fais appel à un éditeur. Donc, parce que D'accord. là, c'est vraiment un travail industriel où bah, il faut déjà avoir la matière, il faut la débiter, la préparer, et puis après, vous avez la possibilité donc, de frapper. Après, on va faire un recuit entre chaque passe. Vous avez notamment une vidéo sur l'enlèvement de Proserpine qui montre bien toutes les étapes. On voit la frappe, même si la frappe, ils n'ont pas voulu qu'on voit comment ça se fait en vrai. Mhm. Donc pour des gens qui vont connaître, ils vont tout de suite dire waouh, c'est n'importe quoi. Voilà, mais juste on montre qu'il y a quelque chose qui vient taper sur le métal et que c'est comme ça qu'on frappe une médaille. Mais, on faisait pour les médailles que je présente, je crois que c'était sur une presse hydraulique de 1600 tonnes. Là, je ne sais même pas si on est à 30 tonnes.
Donc voilà, c'était pour montrer le principe. Et donc, entre chaque frappe, on va recuire le métal. Il faut recuire le métal sous vide. On le repositionne, on refrappe. Et puis après, il faut détourer la médaille. Éventuellement, il faut passer par des bains pour argenter, pour dorer si on doit faire ça. Et voilà, donc là, moi, je passe par des sous-traitants, par des éditeurs. Donc après, ça dépend de mes clients, des demandes. J'ai fait une médaille pour l'auditorium de l'Institut de France. Et donc là, on est passé par la Monnaie de Paris. C'est la Monnaie de Paris qui a édité la médaille. Mais c'est plutôt rare. Je le fais pas souvent parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, je travaille aussi. J'ai pas mal travaillé avec Picharban, Marcus Bertrand. Je travaille aussi avec un éditeur en Belgique, Mokoa. Et puis là, je suis en train de voir pour travailler aussi avec la Royal Dutch Mint en Hollande. D'accord. Euh, je cherche des gens qui travaillent bien à des prix raisonnables parce que l'idée c'est de pouvoir vendre mon travail parce que je passe plutôt plus de temps et je vends mon travail plutôt, je pense, un peu plus cher que mes concurrents peut-être. Mais je ne sais pas parce qu'on n'a pas les prix des uns et des autres. Mais je sais qu'un éditeur pourrait dire je vous offre l'outillage parce qu'on fait l'édition et on va se retrouver sur l'édition. Puis si on fait de la réédition, on va s'y retrouver. Moi, je m'y retrouve rarement parce que j'ai du mal à avoir de la réédition de mes médailles, gagner des droits d'auteur et tout ça. Je me disais à un moment donné, il suffit juste de faire quelques gravures et après, je pourrais les graver sous les cocotiers. Mais je grave voilà, dans l'espace avec, je sais pas si c'est la Terre qui est derrière moi, mais voilà. Mais donc oui, voilà comment je travaille aujourd'hui, mais j'aimerais bien pouvoir produire moi-même, avoir de l'autonomie, mais c'est compliqué. Là, je suis sur un projet où j'essaie de trouver le moyen d'avoir mes propres flancs. Donc le flanc, c'est la pièce de métal qu'on prépare avant de faire la frappe des médailles. Ouais. Et je suis en train de voir comment pouvoir frapper quelques médailles moi-même parce que sinon, le minimum qu'on m'impose, c'est, je sais plus, 500 médailles en argent. Et alors que mon client va les prendre peut-être 10 par 10 ou 5 par 5. Ouais. Et je ne peux pas me permettre de faire moi la banque. Donc voilà, je cherche, voilà comment je travaille. Et alors pour rebondir avec tout ça, est-ce que vous travaillez dans votre atelier avec d'autres graveurs ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous sur peut-être différentes étapes de la production ou vous êtes vraiment seul à faire les médailles de A à Z en dehors de la production finale Alors moi, je travaille principalement tout seul, mais bon, je suis prof dans un lycée, je commence à avoir pas mal d'anciens élèves et je reste ouvert à des gens qui, bon, il faut qu'ils insistent vraiment parce que je suis débordé, j'ai plus le sentiment d'être le lapin dans Alice au pays des merveilles, être toujours à la bourre et j'ai toujours un truc que j'ai pas fait, etc. Et puis il y a des trucs que je fais qui sont pas urgents et voilà, comme pour tout le monde, mais c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai, j'aime l'idée que les portes de mon atelier puissent être ouvertes Mhm. à former des gens qui auraient envie. Moi, ma formation n'a pas été forcément très très facile. On m'a laissé un peu me débrouiller un petit peu tout seul, mais voilà, c'était comme ça. Et puis après, j'ai été à la chasse et puis j'ai trouvé des gens qui ont pu me former, mais c'était des gens qui étaient un petit peu. Voilà, je faisais pas de concurrence directement. Puis c'est des gens qui ont vraiment eu envie de transmettre et ça, enfin voilà, moi j'aimerais pouvoir être comme ça. Et donc mes portes sont ouvertes. J'ai un jeune qui travaille avec moi, qui aimerait travailler avec moi. Il est auto-entrepreneur et il vient un petit peu à l'atelier. C'est là aussi où je me rends compte de la difficulté de travailler ensemble et les différents niveaux d'exigence entre lui peut-être qui ne sait pas ou qui n'ose pas me demander et voilà, il préfère euh, lancer la commande numérique plutôt que de faire à la lime. Ça, c'était la dernière fois. Mais bon, et en final,
je lui avais plutôt préconisé de faire à la main, il irait plus vite. Bon, bah, il y est revenu et il a fini à la main. Mais c'est difficile de former, euh, surtout quand derrière il faut essayer de faire un chiffre d'affaires et je suis Mm. souvent dans le décor moi là-dessus parce que je passe trop de temps et voilà, donc c'est pas facile. Mais la transmission n'est pas simple. Mais voilà, j'ouvre mon atelier à des gens qui veulent apprendre et découvrir et je voudrais à terme aussi pouvoir former des gens parce que l'éducation nationale, je me retrouve avec un public qui n'a pas forcément envie d'être en gravure. Et je sais qu'il y a des gens qui sont graveurs et qui n'arrivent pas à être formés parce que ils sont à l'intérieur d'une boîte où la transmission n'est peut-être pas fluide. Et voilà, donc D'accord. Alors, je vous le cache pas, hein, quand j'ai parlé d'une possible interview, peut-être une fois en direct dans l'atelier, etc., il y en a beaucoup qui m'ont dit ah, ça serait super de pouvoir aller même sur place, venir visiter votre atelier. Alors, je lui ai dit calmez-vous, hein, c'est pas non plus porte ouverte, c'est pas un musée ou quoi que ce soit, mais il y en a beaucoup qui étaient très intéressés de venir voir en direct aussi l'atelier, même si certains sont déjà allés à la Monnaie de Paris, ont pu voir derrière les vitres. Moi, j'y suis jamais allé encore, mais on pu voir aussi un petit peu le processus de comment ça se fait, mais de pouvoir vivre en direct, vivre l'ambiance de l'atelier, etc., ça intéresse beaucoup de monde. J'avais bah, aussi. moi je sais que je consacre un peu de temps à ça, mais voilà, comme je le fais bénévolement, Hmm. je peux pas être. Enfin, faut vraiment le limiter dans le temps. Oui, oui. Et en même temps, je me connais, j'ai du mal à limiter dans le temps, donc, mais j'ai déjà ouvert à quelques personnes qui sont venues, parce qu'en même temps, pour moi, c'est important, et quelque part, le fait de pouvoir échanger avec vous ce soir et d'être avec un public de numismates, c'est dans l'idée aussi bah, de vous expliquer ce qui se passe avant, ce qui se passe après, au même titre que, même si je suis un piètre numismate, je suis entouré de gens qui peuvent m'aider, me donner des renseignements, me conseiller, et je trouve que c'est important de connaître, si vous êtes numismate mais que vous vous intéressez pas à l'histoire et de ce qu'il peut y avoir autour des monnaies, bah, c'est ce qui permet de raccrocher, c'est ce qui permet de raconter une histoire. Et puis, bah, si vous avez aucune idée de comment c'est fabriqué, là, vous me voyez avec un ciselé en train justement de venir faire un petit travail, un petit mat sur la médaille. Euh, voilà, quand on voit, même à la rigueur, quand on voit une matrice Unis, on peut se dire, ah bah oui, c'est un bout de métal et c'est gravé. Hmm. Quand je fais des démonstrations, les gens me disent, oh, mais vous n'êtes pas fou de faire ça à la main. Vous voyez pas que, enfin, je sais pas, enfin, et des fois c'est rigolo, des fois c'est un peu pénible aussi, hein, parce que, oh, viens voir, le monsieur qui travaille à la main, enfin, c'est tout juste si il faudrait que je mette un petit truc de cacahuètes et puis qu'on me jette des cacahuètes pour que je travaille. Mais voilà. Mais c'est important de voir ça, c'est important de voir les gestes, c'est important de voir aussi. Alors moi, dans les questions qu'on me pose souvent, c'est quand je dérape. Donc, est-ce que le fait que maintenant je suis un graveur expérimenté, tout ça, est-ce que je dérape plus? Bah, je vous dirais bien que bien sûr que non, je dérape plus. Mais si, je continue de déraper et je continue de faire des erreurs, mais elles sont moins grosses qu'avant. Ouais. Et puis bah, après, quand ça arrive, et bah, au pire, faut refaire. Et puis sinon, on maquille, on essaye on met une moustache ou des petits oiseaux dans le ciel ou je sais pas quoi pour essayer de trouver une formule, un échappatoire. Alors, Bastéros pose la question de est-ce que vous collectionnez des monnaies? Je pense qu'on va en parler plutôt à la fin, où on a pas mal de questions qui tournent autour des pièces de monnaie, la numismatie, pour un peu finir le live. Il y a une question qui est très très souvent revenue aussi, c'est est-ce que en tant que particulier, donc on imagine que j'ai envie d'avoir une médaille avec un sujet particulier, est-ce que je peux passer par vous? Ou alors est-ce que vos clients sont plutôt, on va dire, des États, des instituts, des personnalités pour commander une médaille? Comment ça se passe? Est-ce qu'un particulier peut vous commander? Combien ça coûterait à peu près, si vous voulez bien peut-être évoquer des prix, et puis combien d'exemplaires? Est-ce que moi, en tant que particulier, je peux commander une seule monnaie chez vous, quoi? Une seule médaille, pardon.
des photos? Alors, à la fois sur les clients, c'est des questions qu'on me pose, à savoir aussi, par exemple, quelle est la médaille la plus prestigieuse ou tout ça. Donc, forcément, pour moi, la plus prestigieuse, c'est de faire la médaille du président de la République en 2007 pour Nicolas Sarkozy. La Villa Médicis, c'était bien aussi, la Gendarmerie royale du Maroc aussi. Mais pour moi, l'une des médailles les plus touchantes, c'était deux étudiantes qui m'appellent en disant voilà, notre prof de cardio, je crois, part à la retraite, on aimerait lui faire un cadeau et lui faire une médaille, ce serait top, mais on vous a trouvé sur Internet, mais peut-être que ça va pas le faire parce que ça coûte combien et tout ça. Et bon, voilà, dire bon, bah, on va prendre le sujet autrement, vous pensez mettre combien? Et alors, je retiens pas les chiffres, mais c'était peut-être 200 euros. Et puis, elle voulait, je crois, une seule ou deux médailles, je ne sais plus. Donc, si vous voulez, normalement, moi, mon travail, c'est que je fais faire la matrice qui va permettre de produire les médailles. Donc, si je fais une matrice pour produire une médaille ou deux médailles, enfin, ça coûte cher pour pas beaucoup de médailles. Ouais, ouais. Donc, parfois, je peux être amené pour deux médailles. Je pense que c'était deux médailles. Je les avais fait directement. J'avais fait ma sculpture et puis j'ai fait deux reproductions dans le métal et puis j'ai repris à la main les deux médailles. Et puis, j'ai donc envoyé ces médailles-là. J'ai dû avoir mes 200 euros. Donc, je ne vous cache pas que ça a payé la matière, ça a payé, mais ça n'a pas payé Ouais, pas grand-chose. l'ensemble de mon travail. En plus, je leur disais, bah, à ce moment-là, trouvez-moi une photo de profil, c'est plus simple. Et au final, on a pris une photo de face parce que c'était la meilleure et tout ça. Bon, voilà. Donc là, j'ai pas bien gagné ma vie, mais je sais que je leur ai fait plaisir. Et puis, quelques années plus tard, je me retrouve à faire une expo, je sais plus si c'était au Grand Palais ou au Carrousel du Louvre, ou je sais plus, mais à Paris en tout cas. Et puis, j'ai envoyé à mon carnet d'adresses comme quoi je faisais une expo et voilà. Et je me retrouve à un moment donné tout en travaillant, je vois face à moi quelqu'un qui avance doucement et d'un seul coup je le reconnais mais en me disant mais je le connais pas et je le reconnais, c'était étonnant. Et puis ce monsieur s'approche près de moi et puis je sentais qu'il venait vers moi et un peu et ben en fait c'était ce cardiologue qui donc ne me connaissait pas et avait eu comme cadeau cette médaille qu'avaient fait les étudiantes. Et ben voilà, chouette, j'ai fait la médaille du président de la République, mais bah, voilà, c'est génial. J'ai pas vu le président plus que ça, j'ai pas fait de selfie avec le président, mais voilà, c'est une très belle médaille. Mais celle-là, elle a vraiment porté ses fruits. Donc après, à l'idée de répondre à votre question combien ça coûte et si un particulier pourrait le faire, bah, j'ai une fois un monsieur qui voulait absolument, qui est tombé amoureux d'un tableau peint par quelqu'un sur la Sainte Famille. Et il voulait absolument ça en médaillon pour sa femme et après pour tous ses enfants. Et puis, bah, en général, quand on me pose cette question-là, je dis, bah oui, mais voilà, si au départ, c'était pour faire une médaille. Pour faire bien, il faudrait que je fasse une matrice, mais si je fais une matrice, ça va coûter cher. Alors ça coûte combien? Bon, je sentais qu'il était vraiment intéressé. Donc après, je suis vraiment pas bon à donner des prix, mais j'essaye de me soigner. Mais après, ça va dépendre de la difficulté Hmm. aussi de la gravure qui est à faire. Ouais. Mais voilà, en finale, là, sur ce projet-là, je lui ai fait sa matrice. On a fait une première médaille. Et puis, il est venu à l'atelier. Il est venu me voir travailler. Il a vu toutes mes étapes de travail. Il a vu la matrice. C'était sa matrice à lui. Donc, je crois qu'il l'a payé 5000 euros, je crois. D'accord. Et avec sa médaille en or. Et il était vraiment ravi. Et je crois que, alors je sais plus bien, donc il a récupéré la médaille et puis un jour, alors il était en Angleterre, c'est un Français qui bosse en Angleterre et un jour il m'appelle suffisamment en avance parce que il veut faire la surprise à son épouse qui vient avec sa médaille et tout ça pour venir voir mon atelier et voir où avait été faite la médaille. Et là, bah, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que là il y a vraiment du sens. Ouais. Et puis en finale, c'est une pièce unique. Moi, quand on me demande de copier une médaille existante du petit, je ne pourrais pas vous dire, une médaille religieuse faite par
Donc déjà, je copie pas quelque chose qui est existant parce que par respect du graveur et puis de l'éditeur, etc. Mais de créer une médaille particulière, oui. Sauf que en théorie, pour rentabiliser un outillage, il faut Ouais, pouvoir faire une série. Ou alors après, il faut décider qu'on fait une petite série, un tirage limité et le tout a d'autant plus de valeur. Mais voilà. Donc après, combien ça coûte? Une matrice de base avec assez peu de choses dessus, c'est à peu près 1 200 euros. Et après, en fonction de la difficulté, si c'est modelé face et revers, ça peut monter un petit peu. Puis des fois, ouais, j'aimerais bien avoir de la marge pour pouvoir me faire plaisir à mon client. Mais on est sur quelque chose qui est un peu concurrentiel, où je sais que un éditeur pourrait décider qu'il va offrir l'outillage pour pouvoir faire des médailles. d'accord. Voilà, voilà. Donc il est possible alors qu'un jour peut-être que Numis Novis commande des pièces, enfin ou des médailles à son effigie ou avec son logo chez vous alors. Donc c'est clairement possible. Voilà. Après, il faut se mettre d'accord sur le prix. Oui, oui, Je suis en train de faire là pour un monsieur qui a des vestes de chasseur et ils ont un emblème pour leur, je sais plus comment ça s'appelle, leur confrérie, on va dire. ouais, Et je leur frappe des petits boutons en argent. J'ai un ami bijoutier qui vient souder l'anneau derrière parce que ça se fait plus. Le problème, c'est que je suis sur un métier qui est potentiellement industrialisable. Aujourd'hui, avec les commandes numériques, elles peuvent tourner nuit et jour. Elles ne connaissent pas les 35 heures, les RTT et compagnie. Et voilà, mais c'est des gens qui, pour 20, 50 boutons, ne le font pas. Et donc aujourd'hui, on tombe soit dans la grande quantité du pas cher mais bien moche, et je pense pas être hors de prix, mais j'arrive à faire des choses particulières pour des gens, et donc voilà. Après, d'accord. juste il faut arriver à bien se caler, mais autant se faire plaisir sur des petites choses plutôt que de faire la grande quantité. Après, par contre, un truc que je ne fais pas, c'est la petite pièce de 3,50 € que je vous vendrai 3 euros, parce que ça, c'est interdit. D'accord. C'est vrai alors je sais plus qui avait posé cette question-là dans le chat, mais est-ce que il y a déjà quelqu'un qui est venu vous voir en vous demandant de faire peut-être de fausses monnaies ou de quelque chose, on va dire, voilà, c'est Ticket Joe qui avait posé cette question-là. Est-ce qu'un jour vous avez quelqu'un qui a essayé de passer par vous pour créer de la fausse monnaie ou quoi que ce soit avec vos talents de graveur? Pas directement sur des monnaies du jour. Par contre, et là-dessus, je suis ferme. Et là, je suis en train de terminer une commande pour un musée en Bretagne qui me demande de faire des répliques de monnaies celtes. D'accord. Et là, je suis vraiment vigilant sur ça parce que sur les monnaies d'aujourd'hui, de faire une fausse monnaie de 2 euros, Oui, c'est voilà, pas. après, faudrait vraiment produire beaucoup pour rentabiliser ça. Et puis, voilà, j'ai des souvenirs quand j'étais à l'école, Boule, notre prof nous avait emmenés à la Monnaie de Paris voir un monsieur Dieudonné. Il s'appelait donc Paul Humoriste, hein. Et son bureau, c'était rigolo parce que c'était couvert de fausses monnaies, D'accord. parce que son boulot, c'était de traquer les faux Les monnayeurs. faussaires. Alors, il nous expliquait quand j'avais 16 ans, quoi, en disant, alors, c'est surtout à la frontière euh, italienne dans les Alpes, là où il y avait pas mal de petites productions, notamment à l'époque, c'était la monnaie de 10 francs Mathieu, qui Hmm. était, je sais plus, peut-être 75% fausse, parce qu'elle était facile à faire. C'est pour ça qu'après est arrivée la bimétal, qui était déjà plus compliquée. Hmm. Mais voilà. Et donc, pour ces monnaies anciennes, là, c'est plus dangereux, entre guillemets, parce que c'est facile de faire une fausse monnaie ancienne, parce que entre l'usure et tout ça, on n'est pas obligé d'avoir une gravure vraiment au poil. Et donc là, notamment pour ce musée-là, j'ai dit, et c'était pas une option, de graver en tout petit un petit logo du musée.
dans la monnaie, sur la face et sur le revers. Donc comme ça, euh, tout ce qui sera frappé, Ouais, sauf si après ils frappent, puis après ils enlèvent le logo. ouais, Voilà, moi au moins sur les matrices, je n'aurais pas fait de faux. d'accord. C'est intéressant comme réponse. Je ne m'attendais pas à ce que vous me répondiez oui, oui, j'ai déjà fait des imitations de monnaie ou quoi que ce soit pour un musée. C'est intéressant. Et alors, bah, comme on est un peu sur ce sujet-là, est-ce que si un jour on vous propose de créer une monnaie, ça vous intéresserait de s'essayer à la monnaie ou pas du tout parce qu'il y a trop de contraintes ou justement par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure avec les reliefs, c'est complètement différent et ça limite peut-être un peu plus dans le côté artistique. Non, non, moi je suis ouvert à tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure un peu avant le démarrage de cette petite présentation. Certes, il va y avoir des difficultés au niveau, enfin, sur les contraintes, mais bah, je sais qu'il y a un concours que font tous les ans les Japonais et j'aimerais pouvoir concourir, mais juste il faut avoir du temps Mhm. pour ça et penser à un projet. Et puis en même temps, là, comme c'est libre, donc c'est en même temps difficile de dire on va parler de quoi coronavirus, peut-être pas. Euh, et en même temps, j'ai envie de faire quelque chose de beau. Et puis, bah, il y a tout ce qui est en cours que j'ai encore pas fini. Et donc, c'est difficile. Mais oui, de faire des monnaies, je sais pas s'il y a des concours. Je sais que Joaquim Jiménez a fait beaucoup de concours, a gagné beaucoup de concours de monnaies. Et il a vraiment excellé dans ce domaine-là. Mais moi, je suis pas au courant. Alors, est-ce il y a moins de concours? Je vois sur Instagram pas mal de gens qui font pas mal de monnaie. Mais voilà, donc j'ai pas forcément les bons tuyaux. Mais oui, c'est toujours intéressant d'essayer bah, de bosser avec d'autres éditeurs, avec des contraintes, et puis d'essayer de faire quelque chose de joli. J'ai une amie américaine, Heidi, qui fait un travail que vraiment j'adore. Et moi, des choses que je cherche depuis longtemps, c'est de pouvoir travailler en binôme Mhm. pour faire chacun un avers, un revers. Là, je suis en train de solliciter une amie polonaise qui fait des médailles et des modelés que j'adore. Elle a, donc c'est Eva, je ne saurais pas vous dire comment, une polonaise. Elle est pas toute jeune, elle a fait les beaux-arts en France, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà, j'aimerais travailler avec cette graveuse américaine. J'ai aussi des contacts aussi avec l'Italie. Mhm. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses que j'aimerais faire, mais juste il faut avoir du temps. J'ai fait un travail commun avec une amie graveuse chinoise. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on s'était posé la question aussi tout à l'heure avec les clients, est-ce que vous avez des États qui vous contactent peut-être pour graver leur monnaie ou quoi que ce soit? Donc du coup, c'est plus ou moins en projet ou du moins une volonté de votre part d'essayer de développer ce côté-là. Alors pas forcément J'ai- avec des j'ai- États directement, mais ouais, j'aimerais bien travailler ça. Alors, j'ai pas d'État encore qui m'appelle, hein. Ce qui est rigolo, c'est quand j'entends parler les graveurs de la monnaie, eh ben, voilà, pour eux, ils se rendaient même pas compte qu'ils avaient pas le monde à leurs pieds, mais pas loin. Moi, j'ai pas forcément les contacts, le temps d'avoir les contacts, mais oui, j'aimerais bien. Et bah là, j'ai fait cette médaille de l'ambassadeur de France à Monaco. Donc, je sais que Monaco grave souvent des monnaies. Donc, bah, voilà, mais je sais qu'il y a des graveurs à Monaco. Mais voilà, je reste fermé à rien, en tout cas. d'accord. Bon, entre nous, si vous êtes Sauf la fausse monnaie. Sauf la fausse monnaie. entre nous, si vous travaillez pour éditer les monnaies de Monaco, on serait fortement, nous, intéressés, les numismates, pour peut-être avoir des prix ou des exclusivités, parce que les monnaies de Monaco sont très, très recherchées et
il coûte très cher, donc Et si. puis je vous avoue que, vous voyez, même ça, je ne suis pas ça, j'ai aucune idée de combien valent les monnaies. Et voilà, ça c'est mon côté numismate au ras des pâquerettes où il y a Louis XIV, Louis XV et Louis XVI au niveau du timing. Je sais qu'avant c'est les hommes de Cro-Magnon et puis après, mais voilà. Euh, mais j'ai pas de notion vraiment de valeur. Je vous le disais aussi en off, j'ai un peu de mal. J'aurais envie de convaincre les numismates qui courent après les fautés, de leur dire, mais prenez plutôt les fleurs de coin, les premières frappes pour avoir la plus belle qualité plutôt qu'une monnaie ou une médaille ratée. Voilà, ça c'est parce Non, que c'est pas ça. je cherche à avoir l'aspect le plus noble possible, le plus esthétique possible, et Hmm. donc c'est plutôt la fleur de coin, les premières frappes, que une monnaie ratée, quoi. Et, Ouais, ouais, voilà. c'est sûr. Et je ferme la parenthèse sur les fauteuils. Non, non, dans le chat, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de collectionneurs de fautés. Après, c'est vrai que c'est un type de collection très particulier aussi, hein. C'est justement chercher l'erreur, on va dire, de la création, ou de chercher voilà, la petite faute, la rareté, parce que Oui, c'est très rare de trouver une monnaie fautée à certaines périodes ou quoi que ce soit, ou sur certaines monnaies qui sont encore, enfin même aujourd'hui où c'est tellement vérifié et trié, etc., qu'il y a très peu de fautées. Donc c'est sûr que ça peut se comprendre d'un côté, mais c'est sûr que ça perd, on va dire, comme vous le dites, l'origine même du créateur et l'idée même du créateur, puisque son dessin a été, on va dire, abîmé ou barbouillé. Donc c'est sûr que c'est pas rendre honneur au créateur. Alors il y avait Kachito qui demandait, est-ce que vous avez d'autres pratiques à côté de la gravure, d'autres passions peut-être liées à l'art, le dessin, la peinture, etc. Je pense que le dessin indirectement, c'est le cœur de votre métier aussi de base, mais est-ce que vous le pratiquez peut-être à côté par passion? bah, alors, voilà, le dessin, quand j'étais petit, et puis bah, je dessine pour mon travail, j'essaie de me prendre du temps. Là, j'ai une médaille que je suis en train de faire pour une association numismatique où on reprend voilà, des monnaies célèbres, dont ma favorite, la semeuse de rôti. Mhm. Et au revers, au départ, on était parti dans l'idée d'avoir rien parce que le budget est un petit peu serré. Et je suis en train de travailler sur une semeuse de rôti, mais on va dire une semeuse salamiaque peut-être, si je peux me permettre. Et je dessine, donc je fais des recherches et c'est pas facile d'être disponible pour ça. Il faut avoir du temps. Donc c'est pour ça j'aimerais bien un petit peu, c'était le principe des pensionnaires de la Villa Médicis à Rome, bah, de pouvoir avoir du temps, d'être formé, de pouvoir aller voir des maîtres. J'ai pu faire un petit peu de sculpture quelques années en arrière, mais là, le fait d'être à mon compte, je, je bosse Mhm. beaucoup et je bosse beaucoup, donc j'ai peu de loisirs à côté. D'accord. Voilà, Euh, voilà. alors pour rester un petit peu dans le milieu de la numismatique aussi, on s'était posé la question est-ce que vous pourrez peut-être un jour devenir graveur de billets? Est-ce que c'est on va dire les mêmes techniques ou les mêmes savoir-faire de base? Et est-ce que vous pourriez peut-être un jour avoir une commande pour créer un billet de banque? Alors aujourd'hui, moi j'ai des amis Meilleur Way de France qui, je pense, sont à la retraite aujourd'hui et travaillaient à la Banque de France à Chamalières. Et je sais qu'un jour, il y en a un qui m'expliquait que pour des billets, alors pareil, je ne sais pas à partir de quel billet, Mhm. en gros, il fallait à peu près 60 jours pour graver une plaque Ouais, et qu'il fallait graver plusieurs plaques pour faire un billet pour les différentes couleurs, j'imagine. Voilà, dans le détail, je ne saurais pas bien vous dire. Et qu'à un moment donné, ils ont fait la bascule de passer plutôt sur du numérique et du d'accord. numérique pour graver du plexi. Donc ça devenait déjà beaucoup moins noble parce que les graveurs gravaient des plaques de cuivre. Ouais, ouais. Et voilà. Et que là, ils faisaient 60 plaques en une journée. Et c'était D'accord. déjà moins noble, on va dire. Ouais, 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 Voilà. c'est sûr. Mais très technique, très, voilà, avec plein de choses.
Donc voilà, moi, j'aurais pas envie j'aurais pas envie de faire ça. Je serais pas doué pour faire de la gravure, pour graver un billet parce Ah, ah, attendez. et je suis pas à l'aise parce que cuivre à plat je serais pas à l'aise. Voilà. Par contre, dernièrement, j'ai bossé avec un ami qui est graveur de timbres et j'ai fait un timbre en gaufrage, c'est-à-dire que ma matrice n'est pas gravée en taille douce, c'est un tout petit bas-relief, donc très plat. C'est un bloc de timbre que j'ai fait pour les TAF, les terres australes et antarctiques Française. françaises, quelque chose comme ça. Mhm. Et ça tombe bien parce que là-bas, tout est blanc et il y a les manchots et tout ça. Et juste, il y a une petite impression de quelques petits éléments en bleu, mais sinon, tout était fait en, en modelé pour avoir un timbre en gaufrage. Voilà. Alors, du coup, il y avait une question d'Orac. Est-ce qu'un jour, ça vous plairait d'avoir une pièce, on va dire, à votre nom, comme la Difran Jiménez qui porte son nom, du moins dans le milieu de la numismatie, certaines pièces portent le nom du graveur, comme Morlon, comme bon, Semeuse, mais même si on sait que c'est Roty derrière, ou comme Lindauer, qui est aussi un graveur français qui. Et aujourd'hui, on identifie la pièce par le nom du graveur et non par son sujet ou sa valeur, des fois. Mais en même temps, là, ça me permet d'évoquer une chose qui est importante pour moi et qui est un sujet un peu compliqué, et notamment avec les graveurs de la monnaie, mais c'est comme ça parce que c'est leur statut. C'est qu'ils ne signent pas leur travail, où il y a le poinçon de l'atelier. Et je trouve ça dommage pour les numismates de ne pas pouvoir avoir la possibilité de savoir qui a gravé quoi. Moi, aujourd'hui, sur certaines monnaies anciennes, je sais qui les a gravées parce que j'ai fini par savoir qui avait gravé. Et puis, le problème, c'est que sur une monnaie, il y en a un qui grave la face, l'autre le revers. Ouais, ouais. Je sais que sur une monnaie, celui qui avait fait le dessin original avait trouvé très bien la gravure de l'avers et pas du revers. Enfin voilà, toutes les petites histoires. C'est dommage de ne pas pouvoir signer. Moi, je sais que depuis tout le temps, je n'ai pas aimé ne pas pouvoir signer. Alors voilà, après, ça peut être mal pris, comme quoi c'est un peu voilà, vouloir mettre son nom absolument de partout. Mais pour moi, je trouve que c'est en même temps mon dernier geste dans mon travail, Ouais. où je viens signer mon travail, comme quoi je le certifie conforme, entre guillemets, et je trouve ça important. Et même quand j'ai pas eu le droit de signer, parce que j'étais salarié d'une entreprise et tout ça, j'ai toujours mis mes initiales cachées dans un coin, donc il n'y a que moi qui sais que. Et donc, c'est pas juste dans l'idée de dire ah, c'est la médaille Salagnac et tout ça, mais juste de signer mon travail. Et ça, je trouve ça Ouais. important. Et donc, oui, d'avoir une monnaie signée, bah, c'est forcément. Enfin, c'est bien, comme d'avoir un timbre avec son nom, c'est bien, parce que bah, si ça peut porter si les gens la trouvent bien, parce qu'après on peut aussi la trouver moche, hein, je sais que vous m'en réservez une qui n'a pas l'air de vous plaire beaucoup. Euh, euh, voilà, si elle est moche et de dire ouais, c'est la Salagnac, waouh, enfin, bon. Peut-être que c'est là, il faudrait pas c'est que pas je faux. signe, mais non, mais voilà. Si, si, forcément, dans l'idée, c'est bien parce qu'en plus, malheureusement, dans la numismatique, même si ça change un tout petit peu, mais Mm. les numismates collectionnent surtout des monnaies et collectionnent, à mon goût, pas suffisamment de médailles. Quand sur les médailles, on a quand même plus de place pour s'exprimer et puis on est plus sans tomber dans le tableau, mais on peut être plus artistique que sur une monnaie. Surtout les Mm. monnaies aujourd'hui qui sont un peu mécaniques et un peu. Enfin voilà, mais je ferme la parenthèse Non, sur les monnaies d'aujourd'hui. c'est très intéressant de savoir, d'avoir votre point de vue un peu sur tout ça. C'est vrai que à l'époque, enfin, les graveurs signaient leur monnaie, et puis on a des monnaies en France mythiques avec, voilà, qui portent même le nom de l'artiste, et que ça se perd aujourd'hui. Nos euros, voilà, on les appelle les euros, une pièce de 2, une pièce de 3, de 1. Il y a plus d'identification, on va dire, ou de reconnaissance envers l'artiste en lui-même, quoi. C'est vrai que c'est dommage.
on perd un peu ça. Et je sais que voilà, pour les graveurs de la Monnaie de Paris, il y avait vraiment deux choses. Et pour avoir fait des interviews avec des anciens de la Monnaie, ils insistent bien sur le fait qu'il y avait des commandes privées qu'ils pouvaient Mm. faire chez eux. Et là, ils avaient le droit de signer. Et les commandes qu'ils faisaient dans le cadre de l'atelier, où là, c'est l'atelier qui signait. D'accord. Je sais que là, dernièrement, si vous avez suivi, Jean-Luc Maréchal a fait beaucoup de choses pour montrer toutes ces étapes de travail pour faire la diffrangénie. Mhm. Euh, voilà, à la fois, ça lui permet de recueillir l'honneur qui lui est dû, enfin l'honneur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la paternité en tout cas. Voilà, Ouais. c'est surtout ça le terme. Mais voilà, moi je sais qu'aujourd'hui je signe mon travail, je m'arrange souvent pour que ce soit discret. Pour la médaille des sénateurs, quand je montre un sénateur qui vient à l'atelier en lui disant que c'est signé là, puis qu'il met la médaille à bout de bras, qui dit ah bon, ah bah oui, c'est là. Bon, enfin voilà, je sais qu'il ne l'a pas vu, mais s'il prend une loupe, Ouais. un numismate pourra identifier. Mm. D'accord. Et bah, du coup, on a un peu répondu aux questions qu'il y avait autour de la numismatie. Est-ce que vous collectionnez... non, vous n'avez pas collectionné les pièces est-ce que vous-même, du coup, c'est vrai qu'il y avait une question, est-ce que vous gardez toujours un exemplaire, on va dire, final de vos productions? Donc, est-ce que vous avez une forme de collection de vos œuvres ou est-ce que vous collectionnez d'autres choses aussi ou d'autres sujets autour de la médaille ou des pièces de monnaie peut-être pour avoir des inspirations ou des graveurs que vous aimez beaucoup et que vous essayez de collectionner leurs œuvres aussi. Alors il y a un petit peu de tout ça. J'ai vu passer il n'y a pas très longtemps, alors voilà, moi, ma monnaie de cœur, c'est vraiment la semeuse de rôti, parce que le symbole est très beau, Mm. parce que le modelé est somptueux, et voilà, il y a plein de, il y a un message vraiment chouette à l'intérieur. Je trouve vraiment dommage aujourd'hui le fait de partir de cette semeuse de rôti et dans l'idée de la moderniser en la stylisant. Mm. Euh, Enfin, voilà, après, là, dans l'art, tout est permis et donc chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais voilà, faut travailler sur une autre thématique parce que là, c'est vraiment quelque chose. Voilà, je ne vais pas dire qu'on n'a pas le droit d'y toucher, mais voilà. Donc, moi, j'adore ça. J'ai vu passer il y a quelques temps de ça un exemplaire en or de la. Alors, je ne sais pas si c'était la 5 francs ou un franc, mais et j'y connais rien dans les prix, donc j'ai demandé à des gens, à des gens pour dire mais ça coûte combien ça? Puis ça semblait être assez rare ou particulier. Mm. Et je me rappelle même plus du prix, mais donc en final je l'ai laissé passer. Mais voilà. Et sinon, alors de dire que je collectionne, que je garde des œuvres, je les appelle pas forcément toutes mes médailles, ne sont pas des œuvres. Euh, il y a, enfin, voilà, j'ai quelques pièces, des tirages en bronze, de sculptures qui sont peut-être plus la partie artistique, on va dire, donc qui pourraient être sous cette appellation-là. Mais sinon, bah oui, j'essaye d'avoir des médailles parce que ne serait-ce que, voilà, quand mon client reçoit une médaille, c'est quand même bien que j'ai un exemplaire pour voir ce qu'il va recevoir. Mm. Et puis après, oui, je collectionne quelques médailles parce que c'est toujours intéressant. Il y a des portraits qui sont bien, moins bien, comment tel graveur a fait l'œil, la bouche, le nez. Donc c'est bien. Mais en gros, il faudrait que je puisse avoir autour de moi facilement pour pouvoir aller piocher, pour pouvoir me régénérer aussi, découvrir d'autres monnaies, d'autres médailles. Là, sur les médailles celtes, monnaie celte que je suis en train de faire, j'adore l'art celte parce que c'est très vivant Mm. et on sent euh, malgré tout une rigueur et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Je serais curieux de savoir comment ils ont pu faire à l'époque, mais Ouais. voilà. Et, euh, et après, alors par contre, j'ai pas de trucs dans un coffre qui vaudrait une fortune. J'ai en même temps mon ami François Planet qui est conservateur du médaillé du musée de Lyon, donc je sais que des fois je lui demande conseil et il m'ouvre
ses réserves. Quand j'avais fait le concours de meilleur ouvrier de France, c'est lui qui m'avait aidé pour la médaille d'Hercule en me montrant une monnaie des Vénètes qui m'avait bien inspiré. Et voilà, donc en gros, mon côté collectionneur en herbe. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, alors, on a parlé rapidement comme quoi vous étiez meilleur ouvrier de France en 2000 et que bon, on a vu rapidement tout à l'heure aussi les deux médailles qui vous ont permis de décrocher ce titre, mais vous avez aussi récompenses ou d'autres titres honorifiques, je crois. Qu'est-ce que j'ai bah, après, j'ai gagné quelques concours. Ouais, ouais, Après, j'ai eu aussi euh, le mérite national et puis les palmes académiques. Et puis, voilà, après, j'ai raté plein de trucs aussi, hein. J'ai Ah, il faut. raté plein de trucs. Voilà, j'ai raté plein de trucs, mais voilà, c'est comme ça qu'on D'accord. avance. Et est-ce que être meilleur ouvrier de France, c'est, on va dire, pour vous, pour votre métier, la récompense ultime? Bah, moi, à l'époque, j'étais salarié dans une boîte et je m'ennuyais un petit peu. Et j'avais un ami meilleur ouvrier de France qui, à chaque fois qu'il amenait un boulot, j'avais des yeux grands comme ça. Il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup motivé. J'ai pas passé le concours parce que je me suis réveillé un matin en disant je suis le meilleur, donc je vais vous montrer. Mais c'était un prétexte pour apprendre et pour aller voir les anciens et leur dire, dis donc, comment tu fais ça et tout ça. Parce que bah, dans les trucs ratés, je me suis présenté 3 fois, je crois, pour entrer comme graveur à la monnaie. Là, à l'époque, c'était le vrai concours de graveur, donc 24 heures de concours, 3 samedis, avec notamment une petite épreuve sur la 10 centimes ligne d'OR, je crois, avec le trou là, Ouais. et où on avait un champ levé monétaire pendant 4 heures au microscope sur allez, un tout petit centimètre carré. Et où en gros, il fallait border toutes les lettres et les feuilles de laurier Ouais. avec une onglette et puis venir descendre les fonds de quelques dixièmes. Et alors là, voilà, donc j'ai passé 3 fois ce concours-là. Et à la fin, il me manquait juste, je sais pas, je devais avoir 272,5, peut-être 273. Mais voilà, ça c'est pas passé. Et ça a été pour vous, comment dire, aussi un honneur de créer la médaille anniversaire des meilleurs ouvriers de France aussi? Ben, c'était intéressant à faire parce que l'idée c'était de se poser la question, ben Je vais, voilà, qu'est-ce que je vais mettre et comment représenter ça. Et, euh, et puis ben, c'est une médaille qui a bien plu et je me suis bien amusé à faire ça, c'était chouette. L'idée c'était de mettre l'homme et la femme, hein, parce que et il y a une hop. petite anecdote il y a quelques temps de ça avec le président des meilleurs ouvriers de France du Rhône qui accueille dans une assemblée générale et qui dit bonjour aux meilleurs ouvriers de France et à leur conjointe. Et puis j'ai une amie qui est meilleure ouvrier de France et qui se tourne vers son mari et qui salue donc sa conjointe. Mais comme quoi, voilà, et donc il y a des femmes meilleures ouvriers de France et montrer la jeunesse. On a besoin aujourd'hui de ce concours-là. Voilà, ça a été pendant 3 ans après mes 35 heures, quand j'avais du temps, parfois le week-end, pendant mes vacances aussi un peu, pour m'entraîner beaucoup, faire plein d'exercices pour arriver à faire ce travail-là. Donc, d'aller voir les anciens, de faire des outils, d'aller dans les musées, et c'était génial. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai rendu mon travail à l'heure. Je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux quand c'était pas parfait. Voilà. Et ce concours, bah, oui, c'est un peu un tremplin, mais euh, il y a du travail à faire encore aujourd'hui dans l'idée de garder le savoir-faire. Aujourd'hui, mon concours n'existe plus parce que on a été appelé métier orphelin parce qu'on n'a D'accord. pas suffisamment de candidats qui se présentent au concours. On n'est pas suivi par un syndicat, on n'est pas sous une branche professionnelle parce que dans les métiers d'art, on est plein de petits métiers comme ça à faire du boulot dans des ateliers, à être plutôt
les gens qui sont un petit peu dans l'ombre. Hein. Si vous prenez Cartier, qui fait des très belles choses, quand j'avais fait mon stage, je voulais aller rencontrer quel est devenir mon dessin pour qu'en final ça finisse par être un collier. Et ben, les artisans sont dans des ateliers un peu de partout dans Paris. Et ça, c'est pas forcément visible. Et Hmm. aujourd'hui, je sais qu'il y avait, à ma connaissance, 3 ou 4 candidats, peut-être plus, mais pas suffisamment, donc pas 6. Donc le concours n'a pas été ouvert. D'accord. Donc c'est vraiment dommage. Et puis moi, j'ai un inspecteur, quand j'étais président du jury, un inspecteur qui était là dans l'idée de valider la qualité de nos sujets, parce que de réaliser les sujets, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Et qui me disait, mais Monsieur Savagnac, on est au 21e siècle, la gravure mince, c'est un peu ringard, non? Ouais, Donc voilà. d'accord. Alors, il y a deux questions là qu'on s'était posées. Combien vous êtes, alors si vous savez à peu près combien de graveurs il y a en France, on va dire peut-être en comptant les graveurs pour médaille, pour monnaie, mais on va dire dans ce métier-là, peut-être au grand sens du terme. Et est-ce que pour graver la médaille de l'anniversaire des meilleurs ouvriers de France, vous avez été sélectionné directement ou vous avez passé un concours avec d'autres peut-être meilleurs ouvriers de France des années après vous, et puis il y a eu un petit concours pour savoir qui avait eu l'honneur, enfin qui aura l'honneur de faire cette médaille-là. Alors, pour la médaille des meilleurs ouvriers de France, on m'a demandé directement. D'accord, Et je crois, alors voilà, il y a d'autres graveurs qui sont en activité, mais dans mon domaine de la médaille, je suis le seul. d'accord. Euh, Après, j'ai des amis qui vont graver des montres, qui travaillent en Suisse, et puis des gens qui vont être plutôt sur la chevalière. Mhm. Voilà, est-ce que Thomas j'en Braque, ai c'est vu? ça? Pardon? Thomas Braque, c'est cette personne qui fait de la chevalerie. Exactement. Thomas, il y a aussi Bruno Lévesque, voilà, quelques personnes. On travaille aussi aujourd'hui à l'idée d'essayer de fédérer les artisans d'art Mhm. avec un outil qui s'appelle Duodéci, qui va être une plateforme qui est en train de réunir une espèce d'annuaire, une sorte de page jaune nationale où chacun, comme sur Instagram, peut s'identifier, montrer sa production, son travail, parce qu'aujourd'hui on est trop dans nos ateliers et la communication est quand même importante et il faut arriver à se fédérer. Et donc moi je travaille aussi beaucoup sur ça, dans l'idée de montrer qu'on n'est pas tout seul, même si on n'est pas très nombreux, et ça c'est difficile. Et pour vous répondre, pour savoir combien on est en France, je suis incapable de vous le dire vraiment, je ne sais même pas combien ils sont comme nombre de graveurs à la Monnaie de Paris. Mhm. Je connais Joaquim Jiménez, je connais Yves Sampo, je connais Fabienne, qui a fait cette Marianne là au revers des monnaies d'un centime et de 5 centimes. Mhm. Et puis, je ne sais pas si elle est encore une amie, Cécile, qui doit être à Pessac. Il y a D'accord. peut-être bien Nicolas, mais je ne sais pas s'il est à Pessac ou s'il est à Paris. Mais voilà, peut-être que à faire vraiment graveur, monnaie, médaille, peut-être une dizaine, mais pas tellement plus, ou voilà, 10, 15. Mais D'accord. on est plutôt peu nombreux. Et après, chez Artus Bertrand, Pichard Balm, euh, il y a Martineau, il y a des gens qui font les gravures, les matrices, mais qui seront peut-être plus à travailler sur une commande numérique, à faire les finitions, le polissage, mais pas forcément graveur euh, complet sur l'ensemble du process. D'accord. Voilà, voilà. Donc ouais, enfin, c'est un peu inquiétant quand on se dit que ces métiers-là sont quand même, on va dire pas en perte, mais on s'inquiète quand même pour la relève de ces métiers et que même si ça va pas se perdre parce qu'il y a toujours on va dire la machine qui va peut-être récupérer le métier, mais c'est quand même dommage de laisser ce métier à l'oubli et que personne ne s'y intéresse et surtout la jeunesse, peut-être par manque de connaissance des métiers manuels, même si aujourd'hui on essaie de plus en plus de les mettre en valeur,
Je trouve ça vraiment dommage et c'est un patrimoine qui s'éteint un petit feu et c'est dommage quoi. Alors, après, ça s'éteint pas vraiment. L'idée de dire que les machines vont récupérer, j'en suis pas convaincu, hein, Mm. mais moi j'ai le souvenir de mon prof d'atelier qui nous disait dans le cadre de la fête d'atelier, il nous racontait une histoire qui avait été écrite quelques années avant, où en fait c'était donc dans cette même période de la fête de l'atelier, et donc on fait comme un petit goûter, tous les élèves sont réunis, tout le monde discute et tout ça, puis à un moment donné, il y a un moment solennel, le prof d'atelier se lève, il va vers son bureau, il prend une clé, il ouvre une porte, il sort un truc, et puis il amène ça vers les élèves. Là, il n'y a plus un seul bruit. Après, alors il enlève, il y avait un voile, il y a une cloche en verre, il a une clé, il ouvre la cloche en verre et il passe un plateau. Et puis les élèves se passent le plateau de main en main. Et puis ça fait le tour, ça revient, et puis il remet la cloche, il met le tissu, il va remettre dans son bureau, et puis ce sera réouvert l'année d'après. Donc forcément la question c'est de dire, bah, il y avait quoi? Alors les élèves, ils avaient des yeux comme ça, là. Et alors il y avait quoi il y avait quoi dans le plateau? À votre avis, il y avait quoi? Aucune idée. Le Les élèves savoir-faire gravent. peut-être Non, un marteau et un burin. D'accord. Et donc là, ça, c'était dans les années, je dirais, entre 85 et 90. Puis déjà, moi, je me disais, mais c'est pas possible, c'est quand même nos outils de travail, c'est pas possible que les élèves soient éberlués de voir les outils de graveur. Bah, regardez ce qui se passe aujourd'hui, hein, où bah, la commande numérique remplace quand même beaucoup. Après, on a encore besoin, alors moi aussi, hein, je travaille à la commande numérique, mais là, vous me voyez en train de reprendre à la main, c'est pas juste pour la photo. J'ai dégrossi en machine, mais je finis à la main mais je passe du temps. Après, il y a des gens qui sont intéressés par ça, qui sont intéressés sur la qualité du travail, qui sont intéressés pour pas forcément produire toute la journée des ronds, des carrés et des triangles. Euh, voilà. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'aimerais, c'est un métier qui s'industrialise au niveau de la production, mais on est sur un travail de métier d'art. On peut être sur une œuvre d'art, même si j'ai un peu de mal avec l'idée, mais là, la sculpture que je suis en train de faire de Monsieur de Breuil, c'est son portrait, c'est en même temps derrière la coupole de l'Institut, c'est de l'architecture, et puis c'est du dessin, et voilà, donc ça peut continuer d'intéresser les gens. Et puis pour intéresser les numismates, à un moment donné, bah, il faut avoir des choses de qualité. Si demain, enfin, c'est comme, je ne sais pas si vous avez vu ça, cette espèce de robot qui scanne toutes les monnaies, pas monnaies, pardon, tous les tableaux du monde et puis qui Ouais. après, de manière aléatoire, va vous faire du Tinguely, Van Gogh, Ouais, Schlouf. Enfin, qui voudrait acheter ça, quoi? Si demain, juste, on est payé à rien faire, être chez nous, à regarder des vidéos toute la journée, parce qu'on n'a plus besoin d'aller bosser, on doit juste lancer les machines, bouton rouge, bouton vert. Voilà. Donc, c'est ça. certes, il y a eu un âge d'or de la médaille, avec notamment les cahiers Club français de la médaille et tout ça, où il y avait un intérêt, des gens achetaient des médailles, collectionnaient des médailles, aujourd'hui peut-être moins, mais il faut redonner du sens, de la qualité esthétique, de faire des tirages limités. Quand je vois des tirages limités à 250 000 pièces, j'ai du mal à me dire, ouais, je veux la mienne. Et voilà. Il y avait une petite question dans le chat, on a vu quand vous Ah, gravez. c'est quoi le cercle jaune? Ouais, voilà. Bah donc ça, c'est un anneau en laiton qui me permet d'avoir un appui, parce que quand je travaille au microscope, je vois juste la pointe de mon Ouais. outil, je vois pas ce qui est autour. Et pour être sûr Alors, que du coup, je je sais. m'appuie sur le laiton et sur cette pièce-là Et plutôt là, que c'est sur ma gravure. d'accord. Et puis ça me permet d'avoir un point de levier aussi pour venir travailler. D'accord, je sais pas si on va le revoir, mais. D'accord, bon, c'est ce que Tikaljo avait à peu près répondu dans le chat en réponse. C'est ça. Ok, ok. Et puis c'était bien Fabienne Courtiade, merci pour la Eagle. précision. Ouais, on a des experts dans le chat. À chaque fois qu'il nous manque une petite information, ils sont souvent là. Même moi, quand je dis des bêtises, ils sont là pour me rattraper. Ils sont très bons.
Eh ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour des grandes questions. On va peut-être passer à la fameuse pièce du graveur Je me qu'on demande si j'avais apprécie. pas vu passer tout à l'heure. Tiens, le voilà, l'anneau en laiton, c'est ça. Ouais, 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 j'ai essayé de retrouver un extrait justement pour illustrer. Donc, on va passer à la fameuse pièce. Alors, je suis désolé, hop, je vais couper la vidéo et avoir votre avis sur cette gravure-là. Donc, c'est la pièce commémorative de l'Union économique et monétaire que l'Europe a demandé. Enfin, comment dire, l'Union européenne a proposé un concours, je crois, qui était ouvert à tout citoyen européen de plus de 19 ans et puis tout le monde pouvait participer. Et donc c'est le graveur grec Giorgio Palatopoulos, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui a gagné le concours. Et en fait, toutes les pièces en Europe ont ce dessin-là pour l'anniversaire de l'Union économique et monétaire des 10 ans. Et ce dessin-là, nous, en tant que numismates, on va dire, et puis dans les gens du chat, on se demande mais pourquoi ils ont choisi cette photo-là, on va dire cette image-là pour la pièce, qui est alors certes un petit dessin un peu enfantin d'un petit bonhomme avec le logo de l'euro, mais voilà, on charrie souvent dans le live avec ce dessin-là, et on s'est dit tiens, on va vous demander votre avis sur cette gravure-là et sur ce dessin-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On va dire que c'est pas une monnaie que je collectionnerais a priori, mais voilà, tout est permis et tout est en même temps. Il y a une symbolique, il y a cette idée, j'imagine, d'un d'être très symbolique et compréhensible par tout le monde. Et puis voilà, après. Est-ce qu'obligatoirement, pour avoir quelque chose de bien, il faudrait être sur un dessin type Léonard de Vinci, voilà. C'est pas évident. Ça répond à un cahier des charges. Moi, j'ai un petit peu de mal. Le République française là-dedans, enfin, les étoiles, rien ne va avec ça. Ouais. J'aurais eu envie de. Enfin, voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu ce dessin-là qui a été fait, puis après, on a mis autour et voilà. C'est pas top top, mais j'ai vu dernièrement un petit reportage sur la sonde Voyager qu'ils ont envoyée pour aller visiter notre système solaire. Et ce fameux disque d'or sur lequel ils ont gravé l'homme et Ouais. la femme dans l'idée d'essayer d'avoir des symboliques pour nous représenter. Je suis plutôt favorable à ce genre de document. Là, c'est sûrement compréhensible aussi, mais c'est un petit peu léger. Mais après, tous les goûts sont dans la nature, mais c'est pas une monnaie que je collectionne. D'accord. Donc, Et elle ne doit pas être très compliquée à contrefaire, celle-là. Mais oui, c'est possible, oui, oui, c'est possible. Bon, ça voilà, va, voilà. donc on a à peu près le même avis sur cette monnaie et tout le monde dans le chat aussi. Donc, même si, alors c'est Giorgio Stamatopoulos qui est le graveur de la monnaie grecque. Donc, il a fait d'autres monnaies après, on va dire pour les euros grecs qui sont, on va dire, beaucoup plus jolis, etc. Mais c'est vrai que là, en plus, c'était un concours européen. Donc, tous les pays européens ont ce visuel-là sur leurs pièces pour l'année 2009 puisque c'est une commémorative commune à tous les pays d'Europe. Et on s'est dit, ouais, là, ils ont quand même. Enfin, ils auraient pu faire un peu mieux, peut-être dans la symbolique, dans la gravure, etc. Mais bon, c'est vrai que, comme vous dites, tous les goûts sont dans la nature C'est ça. On est et libre de ne pas la collectionner. c'est Ou de la ça, collectionner. Voilà. c'est ça, c'est ça. Donc c'était très intéressant de profiter de votre venue sur le live pour avoir votre avis d'expert graveur pour ça. Mais bon, on se doutait un petit peu de votre avis quand même. on est un peu, euh, on est un peu méchant avec cette pièce-là, mais Ce voilà. qui est pratique avec elle, au moins, c'est que pas besoin de passer beaucoup de temps pour la faire. C'est ça, c'est ça. À mon avis, le ratio, peut-être temps de production, enfin temps de création et combien peut-être il a touché pour avoir été sélectionné est important à mon avis.
Alors pour ceux que ça intéresse, on a découvert aussi, alors où est-ce que Alors, c juste, oui, j'aimerais, ce serait bien qu'on fera une prochaine fois si ouais, vous voulez, mais parce que ouais, là, chez pardon, moi, il y a des gens qui voudraient aller dormir et voilà. il y a pas de souci. Bah, Donc, si on peut conclure, ce serait et super. bah, pas de souci. Merci beaucoup. Et ben écoutez, je pense que tout le monde peut dire merci à Nicolas dans le chat. Je vais vous remettre son Instagram, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram si vous voulez voir les dernières œuvres qui sont sorties de ses ateliers. Pareil sur son site internet qui est très très intéressant où j'ai récupéré un petit peu toutes les vidéos que vous avez vues durant le live et puis toutes ses œuvres. Vous pouvez aller voir ça et puis il y a pas mal de descriptions aussi de textes à lire sur son parcours, donc c'est très intéressant, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis ben voilà, peut-être est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire pour conclure ce live en espérant bah, peut-être faire un jour, pourquoi pas un live en direct de vos ateliers, Mhm. ça serait vraiment super. Donc voilà, il y a beaucoup de remerciements là dans le chat. Je pense que ça a intéressé pas mal de monde. En plus, il y a deux trois personnes, comme je vous ai dit, qui sont pas forcément collectionneurs de pièces de monnaie, là, qui sont là, Noah, Elias, etc., qui sont plutôt des, on va dire, des artistes qui font du dessin. Et ça, ils sont venus parce que ça leur a intéressé aussi avoir cette expérience-là et de connaître un peu votre métier. Mais moi, je pense que c'est la richesse qu'on a aujourd'hui de plus forcément être sectorisé avec des technologies qu'on a. On peut ouvrir un petit peu, aller jusqu'à des monnaies un petit peu désuètes. Mais moi, j'adore l'idée de pouvoir partager. Je suis membre des grands ateliers de France et l'idée de pouvoir marier nos compétences, avoir d'autres points de vue et puis d'essayer aussi de travailler sur la une création de quelqu'un, d'un dessin, d'une idée, c'est toujours enrichissant. Et voilà. Et moi, le travail que je peux faire aujourd'hui, cette ouverture, le fait de vous répondre, d'échanger avec vous, c'est pour aussi enfin, ouvrir encore plus l'art de la monnaie et de la médaille qui peuvent être creusés, qui peuvent susciter des vocations. Et, euh, et voilà, et c'est toujours enrichissant de connaître mieux son voisin plutôt que de rester chacun chez soi. Ouais. Donc voilà, en tout cas, merci pour ce moment, ces questions et ces échanges. Bienvenue, enfin, si vous avez des questions via mon site, je pense que je réponds pas mal. Et puis, l'idée de venir à l'atelier ou faire quelque chose à l'atelier, pourquoi pas. Avec très grand plaisir. Je pense que voilà, tout le monde était très content de vous avoir, était très impatient d'avoir cette interview-là. Et puis c'est vrai que nous, en tant que numismate, on collectionne les pièces, on collectionne les pièces par rapport à l'histoire, etc. Mais on a bah, peu de connaissances sur la création même des pièces, même si bon, il y a des reportages qui ont été faits, mais on n'a pas vraiment tous les secrets. Puis de pouvoir parler en direct avec quelqu'un qui est vraiment le créateur même de médailles. Et de savoir comment on crée une médaille et tout le processus de création, les outils et comment ça se passe, c'est vachement intéressant pour nous et ça nous montre aussi la monnaie un petit peu différemment et peut-être qu'on se penchera parfois peut-être plus sur certains détails, de réfléchir de tiens pourquoi ça a été dessiné comme ça et pourquoi il y a cette représentation là ou quelle texture a été apportée pour donner du relief, etc. Donc c'est très intéressant, ça donne un autre horizon sur notre collection. Super. Bonne soirée à vous en tout cas. Eh ben, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et puis à une prochaine et bonne fête à vous. Merci, à vous aussi. Année particulière. Mais Oui, voilà. bon courage. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.